Einstein a déjà dit, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots in the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. OK, yes, 18h01, c'est parti. Un bon week-end à tout le monde. Bon vendredi sur les ondes de Choix 98.1, Radio X, 18h01. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, lui, c'est Christian Page. Mes hommages, monsieur. Mes hommages, monsieur Marceau. Finalement, Trump n'est plus à la Maison-Blanche. Donc, Biden a bel et bien été élu président des États-Unis d'Amérique pour un mandat de 4 ans. Les complotistes pensaient qu'il allait avoir une genre d'insurrection, que l'armée allait prendre le contrôle des 330 millions d'Américains. Et puis, c'est pas arrivé. Ben non, puis on se demande, on se dit, écoute, est-ce que tout ça a été tourné sur un écran vert? Un green screen! Non, c'est assez amusant parce que des gens me posaient cette semaine la question en me disant, oui, mais là, bon, les QAnon qui sont convaincus, par exemple, de toute la théorie du complot, là, finalement, ça ne se produit pas. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Mais dans les théories du complot, c'est arrivé 1000 fois que des gens ont prétendu des choses et ça s'est pas produit. Mais ça change rien. Ils vont trouver une façon de récupérer l'information et aller de l'avant avec ça. Puis ça s'est vu, que ce soit dans des mouvements sectaires, par exemple, combien de fois des prophètes ont annoncé la nouvelle venue du Christ. D'autres ont annoncé, je te rappellerai par exemple que Raël, ça fait 4 fois qu'il repousse l'arrivée des extraterrestres. Puis à chaque fois, il y a une bonne raison. Les gens le suivent. Ouais. Ça veut dire, il dit, bon, les extraterrestres sont arrivés en 1985, et là, ils arrivent pas, ils m'ont contacté, ils m'ont dit ça sera en 90, puis en 90, ils m'ont recontacté, ils m'ont dit ça sera en 2000. Il y a toujours une bonne raison pour repousser la date butoir. Ouais. Et c'est exactement ce qui va se produire ici, c'est-à-dire que les QAnon vont trouver une façon de recomposer avec ça, et puis éventuellement ils vont revenir avec une nouvelle information, une nouvelle mouture, et dans laquelle ils vont encore une fois trouver une façon de tirer leur épingle du jeu. Donc une bonne histoire ou une bonne conspiration, ça meurt pas. On la recycle, mais ça meurt pas. Donc, faut s'attendre à ce que là, les théoriciens du complot, c'est pas demain matin, les gens qui sont des adeptes de l'hypothèse QAnon, en fait plutôt du scénario QAnon, c'est-à-dire que le gouvernement américain est noyauté de l'intérieur par une communauté de démocrates pédophiles et satanistes. Ben, ils vont trouver une façon différente de présenter l'affaire, mais c'est sûr que c'est pas demain matin que cette vision-là va s'éteindre d'elle-même, malgré l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden. Oui, puis j'ai une date pour toi maintenant. Oui, vas-y. C'est le 4 mars. Ça a l'air que tout ça va se passer le 4 mars. Et j'aimerais te faire entendre quelque chose. C'était pas prévu que je te fasse entendre ça. Est-ce que tu connais les frères Tadros? Oui, je connais. Mais pas celui là, qui est connu, qui a fait de la télé et tout ça. Là. C'est deux autres frères. Parce que OK, peut-être pas, parce que je connais des frères Tadros que j'avais utilisés quand on avait tourné Dossier Mystère. C'est eux qui incarnaient les hommes en noir. Mais je crois pas que ce soit du même que tu me parles. Je sais pas. C'est peut-être eux, mais regarde, eux autres, ils parlaient justement du fait que les États-Unis allaient être pris d'assaut par l'armée et que Biden allait être arrêté le lendemain. Et il a dit effectivement que tout ce qui se passait à la cérémonie de Biden, où il a été bel et bien élu président des États-Unis, c'était fait devant un écran vert.
ça prend un gros écran vert. Mais c'est incroyable. Je veux, puis là, il a rapporté la date jusqu'au 4 mars, parce que ça a de l'air... Mais déjà, Yannick, je t'arrête pour te dire que déjà là, à ce moment-ci là, de notre conversation, l'individu qui a dit ça ne sait absolument pas comment fonctionne la télévision et les écrans verts. Exact. Pour dire ça, il faut vraiment que tu ne saches pas comment ça fonctionne. Et là, cet individu a fait exactement ce que tu as dit. Il a repoussé ça jusqu'au 4 mars. OK? Puis cette vidéo-là est disponible. C'est 2 Québécois, en fait. Sont de la gang de Stéphane Blais et toutes les autres. Là. Il est dans le sud présentement. Il est tout bronzé. Écoute, la vita est bella. Je veux que tu portes attention à la finalité de son discours. On en a déjà jasé, toi et moi, puis on s'entendait pas nécessairement sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des individus comme ça qui tentent de faire accroire des choses. On a peut-être une petite partie de la réponse pour ce qui est des frères Tadros, ça, du moins. Écoute bien ça. Allons-y. Mon point de vue sur ce qui va se passer, la journée de l'inauguration, le 20, les médias vont faire leur propagande comme d'habitude. Ils ne pourront pas se rendre à la Maison-Blanche, mais ils vont faire assemblant de faire une inauguration à distance, comme par green screen. Ils vont continuer leur grand spectacle. Mais à ce qu'on sache présentement, je crois, c'est que Trump va se retirer. Ça va durer jusqu'au 4 mars, d'après moi. Le militaire va tout contrôler. Je pense que les informations, ça va commencer à changer. Les gens il faut du monde comme nous pour réinformer les gens aussi autour. Commencer à dire, hey, c'est ça qui arrive pour le vrai. Là. Vous n'avez pas compris. Là. Notre monde est contrôlé. Et là, on va peut-être voir un éveil des gens. Moi, je gagne ma vie ici par des revenus digitaux. Si vous faites une contribution, ça l'aide beaucoup. En direct de Playa del Carmen, on se la coule tous. À cause de vous. Ciao. Fait que tu vois, Christian, lui, dans son cas, là, il se dit, hey, on a besoin de vous autres, vous avez besoin de nous pour qu'on puisse vous réinformer. Et moi, je gagne ma vie de manière digitale, donc si vous faites des dons, ça l'aide beaucoup. La vie est belle en direct du pays où je suis présentement. Un gros merci, c'est grâce à vous. Moi, peut-être parce que là où je vois de l'homme, il y a de l'hommerie, là, mais j'ai toujours l'impression que ces gens-là savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. C'est des conneries, mais comme c'est payant, ils vont aller très loin dans les conneries puis repousser ça le plus longtemps possible jusqu'à temps que ça soit moins payant. Exactement. Ils ont trouvé un filon puis ils vont l'exploiter jusqu'au bout. Ils font exactement. Est-ce que tu crois réellement, Yannick, que les gens qui sont à la tête de sectes ou de mouvements occultistes, est-ce que tu crois que ces gens-là croient réellement leurs histoires? De toi à moi, là. Crois-tu réellement que Raël croit qu'il était amené sur la planète des Elohim, qu'il a rencontré Jésus, Bouddha, Mahomet et compagnie, qu'il est le demi-frère de Jésus? Est-ce que tu crois que Raël croit ça? Non. Tu viens de répondre à la question. Mais je trouve ça triste pour les gens. Écoute, il y a une gang qui ont ramassé 500 000 $ grâce à des discours de ce genre-là. Puis, ce 500 000-là, c'est impossible de vérifier comment va être utilisé l'argent. Tu sais, il y a tout le temps ces gens-là qui donnaient pour une bonne raison, qui voulaient vraiment aller jusqu'au bout des choses, qui se font avoir par ces arnaqueurs-là. Ça me tue. Oui. Et tu... Écoute, moi, combien de fois j'ai évoqué dans les tribunes publiques le manque de sens critique des gens, et c'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain, le sens critique, c'est quelque chose qui se développe, et malheureusement, dans les institutions d'éducation, que ce soit, moi, je pense que dès l'école primaire, par exemple, on devrait amener les jeunes à réfléchir sur le sens critique, mais ils n'ont pas d'outils pour ça. Et donc, éventuellement, si t'as pas d'outils, tu vas absorber beaucoup d'informations, puis t'es pas toujours en mesure de faire le tri dans l'information que tu reçois. Puis il faut pas se le cacher non plus, dans bien des cas, les mouvements sectaires ou les associations de ce type-là qui te font avaler n'importe quelle couleuvre puis te demandent de l'argent en bout de ligne, bien souvent ces gens-là vont recruter des individus qui sont ou bien dans des périodes difficiles de leur propre vie, donc plus fragiles et plus enclins à adhérer à des mouvements comme ceux-là. Puis c'est sûr qu'éventuellement, les mouvements, les associations, les théories du complot et tout le reste, donc les gens qui font partie de ces groupes-là, de ces associations-là, un peu à l'image des groupes, des cultes,
c'est souvent l'impression que ils font partie d'une communauté élitiste. Hein. Nous, on l'entend dans le message. Hein. Et réveillez-vous, vous avez besoin de nous pour vous réveiller. Et combien de gens vont s'identifier à ces individus-là en croyant que eux aussi font partie de cette élite qui est réveillé, éveillé à ce qui se passe en réalité en coulisses. Donc, ces gens-là ont un sentiment de supériorité sur le reste de leurs congénères parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont une information qualitative que les autres n'ont pas ou que eux sont plus éveillés que les autres. Donc, il y a une espèce... Quelque part, il faut toujours se rappeler, Yannick, que dans ce type de discours, qu'on y adhère ou qu'on l'entretienne, le discours nous sert. Ou bien il nous sert parce qu'on y adhère, parce qu'il nous fait plaisir quelque part, qu'il répond à des besoins, ou on le sert parce que quelque part, il nous rapporte quelque chose. Donc, c'est souvent un peu ce qui se passe. D'une façon ou d'une autre, le discours sert ou bien la personne qui livre le message ou la personne qui le reçoit et qui l'accepte. Et puis, évidemment, c'est une roue qui tourne, puis c'est le même mécanisme qu'on retrouve dans les mouvements sectaires. Puis c'est très difficile, hein. Encore une fois, il y a de nouvelles études qui ont été publiées il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines. Je pense qu'on en avait parlé un peu la semaine dernière, hein, avec l'avènement du COVID-19, qui est un phénomène qui est international. Ça a été un grand laboratoire, si je peux dire, à ciel ouvert pour les sociopsychologues. Et puis on retrouve, encore une fois, ces études-là ne font que confirmer ce qu'on savait déjà, c'est que les gens, dans des périodes où ils sont, des périodes plus difficiles, où ils ont l'impression qu'ils ne contrôlent rien, ils ont besoin de trouver des coupables et en pointant du doigt telle ou telle association ou tel groupement ou tel politicien, ils ont l'impression de reprendre un contrôle sur quelque chose qui leur échappe. Puis là, évidemment, on détourne le discours. Donc, si je peux pas avoir un contrôle sur la pandémie du COVID-19, je vais m'assurer d'avoir le contrôle sur des choses plus près de moi. Puis c'est la politique, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants que je vais mieux contrôler parce que je perds le contrôle sur l'extérieur. C'est un peu triste de voir ça, mais malheureusement, comme tu dis, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis malheureusement, tous les gens n'ont pas la même stabilité. Certains individus s'en prétendent qui souffrent de maladies mentales. C'est vrai qu'il y a beaucoup, disons, plutôt de désarroi et ces gens-là se retrouvent un peu dans des situations de détresse psychologique. Puis ils trouvent le moyen de récupérer quelque part quelque chose pour que leur vie prenne une nouvelle tournure, un nouveau sens. Ils ont l'impression de reprendre leur vie en main en adhérant à des discours comme ceux-là. Il y a quelqu'un qui me dit, vous devriez écouter Alex Jones, il en dit des vraies affaires, mais c'est la même technique. Il dit plein d'affaires, puis à un moment donné, sur les 1000 affaires qu'il a dit, il y a une affaire qui s'avère vraie ou à peine vraie. Puis là, ils mettent l'emphase là-dessus pour montrer qu'Alex Jones a dit quelque chose qui s'est avéré vrai. Il dit des énormités. Oui, exact. Ce qui est absolument aberrant, c'est que ces gens-là disent des énormités et jamais à un moment donné ils reconnaissent avoir commis des erreurs. Hein. Par exemple, Alex Jones, on reviendra pas là-dessus, mais combien de fois, par exemple, il a entretenu l'idée que les fusillades scolaires, notamment à Sandy Hook, étaient un coup monté, etc. Puis des gens qui ont adhéré à ça ont éventuellement été à la rencontre de gens qui avaient perdu des enfants dans ces fusillades-là. Ça a été du harcèlement, ça s'est retrouvé dans les tribunaux. Il a fallu que ces gens-là soient condamnés pour harcèlement contre ces familles-là. Mais Alex Jones a mené ces gens-là, en fait, à adhérer à toutes sortes de croyances complètement ridicules. Combien de fois j'ai entendu parler des trucs, des associations, des sortes de sociétés secrètes, là, ça passait, c'était les francs-maçons, c'était des groupes sataniques, etc. Il a dit des âneries là, complètement incroyables, le Bohemian Club, tout y passait, des énormités. Puis, évidemment, il y a des gens qui adhéraient à ça, puis il s'est jamais excusé, même si on a démontré de manière explicite qu'il disait des âneries ou des bêtises, jamais il est allé s'excuser sur la place publique. Puis on comprend qu'éventuellement, il y a des autorités qui ont dû sévir. Je pense que les stations de radio sur son podcast, sa diffusion, il y avait des compagnies qui relayaient un peu le message, qui relayaient ses émissions, et ces compagnies-là, peu à peu,
l'ont laissé tomber parce qu'il disait des énormités. Fait qu'il s'est retrouvé un peu comme Donald Trump qui s'est fait retirer de Twitter. Ben, c'est un peu la même chose. Éventuellement, Jones a perdu ses supports, puis c'est tant mieux parce que ce type-là dit vraiment des bêtises de tout à fait épouvantables. Il réinvente le monde, il transforme, travestit des faits historiques qui sont à la portée de n'importe quel journaliste. Même pas besoin d'être un journaliste d'enquête chevronné, là. Quelques recherches un peu à gauche ou à droite, pas par YouTube, là, quand on dit faites vos recherches, il faut les faire, mais il faut les faire correctement avec des sources valables. YouTube, là, c'est assis sur ta toilette, là, avec ton téléphone portable entre les mains, à faire ta recherche sur YouTube, là, c'est pas tout à fait le travail d'un historien, là. Donc, c'est toutes sortes de trucs un peu aberrants comme ça. Moi, j'avoue, Yannick, que j'ai de la misère à comprendre ces gens-là. Quand j'ai écrit mon livre sur les théories du complot, je me suis attaqué au complot en tant que tel. Donc, c'est le complot qui m'intéressait. Puis, comme journaliste d'enquête, j'ai vérifié quels étaient les arguments qu'on présentait pour et les arguments contre. Puis, j'ai essayé d'évaluer qu'est-ce qui tenait la route et qu'est-ce qui tenait pas la route. Mais il y a quelque chose il y a une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. C'est pourquoi les gens adhèrent à ça. Quand on commence à faire un peu le moindrement des recherches, Adolf Hitler, c'est souvent en Amérique du Sud. Voyons, on a ses dents, là, depuis 1945, là, une partie de sa mâchoire, là, il se promène, il y a plus de dents, il y a plus de mâchoire. Des bonnes histoires, ce qui se produit, c'est qu'à un moment donné, on se dit, on va laisser passer le temps. Les gens vont oublier, puis on va la ressortir dans 5 ans ou dans 10 ans. Puis là, moi, quand j'entends ces histoires-là qu'on nous ressemble, je dis, voyons, on a répondu à cette question il y a 10 ans, il y a 20 ans, on le sait que c'est pas vrai, mais ça n'empêche pas les gens de revenir avec ça. Et je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi les gens adhèrent à ça. Je peux comprendre, par exemple, si tu manques d'informations, que tu peux arriver puis dire, bon, OK, ça se peut qu'il y a des chemtrails. Tu peux te poser la question, là. La question, elle est légitime. Tu te dis un matin, là, est-ce que c'est possible qu'il y ait des chemtrails? On a tous entendu parler de ça. Est-ce qu'il est possible que le World Trade Center ait été un complot orchestré de l'intérieur par l'administration Bush? Est-ce que c'est possible qu'on ne soit pas allé sur la Lune et que tout ça a été fait dans un studio? Mais dès qu'on commence une fois qu'on a posé la question, quand on se documente aux sources rigoureuses, et très rapidement, on s'aperçoit que ces théories-là tiennent pas la route. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment des gens ne réalisent pas justement que ça tient pas la route. Comment des gens, au moment où on se parle, en ce début du 21e siècle, on se prépare à envoyer des hommes sur Mars, comment des gens peuvent-ils continuer de croire que la Terre est plate? Tu vois, c'est ce genre de truc que je n'arrive pas à comprendre. Puis tu peux pas dire éventuellement, c'est parce qu'il manque d'informations. Non, l'information, elle est à la portée de n'importe qui. L'information, elle est à la portée de tes doigts. Il suffit de taper sur un clavier puis de consulter des sources, des références rigoureuses. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves dans des scénarios qui sont tirés par les cheveux, qui tiennent pas la route. Tu sais, c'est pourquoi la NASA voudrait nous cacher que la Terre est plate. Ça change quoi, ça, que la Terre soit carrée, cubique, triangulaire? Tu sais, il y a pas de motivation à ça. La motivation du World Trade Center, c'en est pas une. Tu sais, on aurait pu... il suffit de poser la question à un journaliste. Écoute, si tu veux justifier que le Congrès vont te suivre dans une espèce de guerre contre le terrorisme et le Moyen-Orient, on l'a vu dans l'administration Bush, il suffit de prétendre que l'Irak possédait des armes de destruction massive, ça a été suffisant pour justifier une guerre. On n'a pas besoin de détruire 2 tours, occasionner des milliards de dollars, non seulement sur le plan physique de matériaux parce qu'on a détruit le World Trade Center, mais ensuite de ça, hypothéquer des générations parce qu'aujourd'hui, on est 20 ans après les événements du 11 septembre et on a vu se durcir les systèmes de sécurité dans les aéroports dont on continue de payer pour ça, et on continuera de payer pendant des générations, tous ces systèmes qu'on a dû mettre en place, tout le retard que ça occasionne. Il y a eu dans le voyage aérien, il y a eu un avant et un après septembre 2001. Donc, il y a comme une espèce, tu dis, mais ça tient pas la route ce que vous nous racontez là. Mais les gens voient pas ça. Ils s'enferment dans des espèces de scénarios tout à fait fantaisistes, puis ils adhèrent à ce scénario-là, même si tu leur présentes de manière très, très, très explicite, avec de la documentation, que ce qu'ils racontent, c'est des bêtises et des âneries. Ils vont continuer de croire à ça. Et ça, j'avoue que j'ai un peu jeté l'éponge. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font ça. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment le bon sens n'apparaît pas de lui-même.
Dans le fond, c'est un peu ça la question. Tu sais, puis quand je les entends, souvent, parce que j'écoute un peu leur podcast pour voir de quoi ils parlent et tout ça, puis je me dis tout le temps, parce qu'ils ont une tendance à se vanter, hein, des choses qu'ils ont dites, puis qui se sont avérées vraies ou à peine vraies. Puis moi, je me dis tout le temps dans ma tête, ces gens-là sont en train de se vanter d'avoir eu raison sur une prédiction alors qu'ils en ont fait 5000. Mm-hmm. Mais une horloge brisée, là. Donne-leur 2 fois par jour, puis elle donne la bonne heure. Donne-leur exact 2 fois par jour, Christian. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, à tellement dire des choses, tu vas tomber sur quelque chose qui est vrai. Toujours se méfier des gens qui te disent « Ah, je vous l'avais dit! L'avais-tu dit? L'as-tu calé d'avance? » Ça, c'est les pires. Ouais, c'est le même jeu, en fait, que font, par exemple, les astrologues, les médiums, les prophéties de Nostradamus ou n'importe quoi. Ces gens-là, chaque année, ils publient un livre. Par exemple, l'astrologue qui publie mes prédictions pour 2021, mes prédictions pour ceci ou pour cela. D'ailleurs, je te ferai remarquer que dans les astrologues, ils auraient dû tous voir, quand ils ont publié leurs prédictions 2020, ils auraient dû tous voir une pandémie à l'échelle internationale. Mais ils l'ont pas prédit, ils l'ont pas vu. Puis ceux qui l'ont vu, je te ferai remarquer qu'ils le voyaient, ils le voient chaque année. Fait qu'éventuellement, tu auras forcément quelque chose qui va se produire. Hein? Nostradamus, c'est un peu la même chose. Hein? On nous a sorti là, il y a quelques semaines à peine les prophéties de Nostradamus pour 2021. Il va y avoir un tremblement de terre en Californie, il va y avoir une montée de l'islam en Europe. Ça, on n'a pas vraiment besoin des prophéties de Nostradamus pour voir ça. Et sans compter que Nostradamus a écrit d'une manière tellement hermétique qu'on peut interpréter le même quatrain de 25 façons différentes. Fait que finalement, à force de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y aura forcément quelque chose qui va se produire. Et quand ce quelque chose-là va se produire, évidemment, celui qui aura eu l'audace de le dire, que ce soit l'astrologue, le voyant, Nostradamus, peu importe, il va dire « Ah, haut et fort, voilà, j'avais prédit ça, tu sais. » Oui, mais ça fait 30 ans que tu prédis qu'il va y avoir un tremblement de terre en Californie, fait qu'éventuellement, c'est sûr qu'il va en avoir un. Tu sais, c'est comme un peu stupide, mais comme je dis souvent aux gens, lorsqu'on me raconte « Ah, je suis allé voir une voyante, une tireuse de cartes, une femme qui lisait dans les lignes de la main, puis elle m'a dit des trucs qui se sont réellement produits. » Et je fais remarquer aux gens, je dis « Bon, vous avez été là pendant 2 heures, et vous me dites qu'il y a 3 choses qu'elle vous a dit qui se sont produites. Elle vous a dit que vous auriez un accident. C'est assez flou comme information. Un accident, c'est quoi? Je percute un poteau avec ma voiture, ou je tombe dans l'escalier, ou je me foule une cheville. C'est un accident aussi, là. Tu vois, c'est un peu comme n'importe quoi, là. Bon, on m'a dit aussi que je gagnerais une somme d'argent. Donc, j'ai gagné à la loterie du 649, le gros lot du 649, mais j'ai aussi gagné la tombola de mon quartier. Donc, ça peut être n'importe quoi. Donc, à partir de là, les gens vont interpréter, vont donner un sens à ce que le médium, le voyant a dit. Mais éventuellement, tu dis, OK, tu es allé là pendant 2 heures, puis elle t'a dit 3 affaires qui se sont, selon ton interprétation, se sont produites. Mais c'est-tu les 3 seules affaires qu'elle t'a dit? Non. En fait, on retient ce qui se produit, mais en fait, le médium, la voyante, a dit 50 autres affaires qui se sont pas produites, mais on aura tendance à oublier ces choses-là et ne retenir que celles qui fonctionnent. Et là, ça va donner un score. On va dire, ah là, ma voyante était tellement bonne, elle m'a prédit 3 affaires, puis les 3 affaires se sont produites. J'espère que si t'as été là pendant 2 heures, elle t'a dit plus que 3 affaires, tu sais. Mais c'est quoi les autres affaires qu'elle t'a dit et tu me racontes pas, tu sais? Bon, voilà. Tu sais quoi? On disait il y a de ça quelques jours que le Capitole allait être pris d'assaut à l'inauguration de Joe Biden comme président des États-Unis. Là, je peux te dire qu'en parlant d'Alex Jones, c'est moi qui ai pris d'assaut par texto. Changeons donc de sujet. Je te laisse, Alex Jones. Oui. J'en ai parlé à quelques reprises. Dans mon livre sur les théories du complot, j'évoque aussi quelques-unes des déclarations d'Alex Jones, et notamment les absurdités qu'il a pu dire, par exemple, à propos du Bohemian Club, à propos des mouvements sataniques ou des écoles sataniques, à propos également de la franc-maçonnerie. Ce type-là, écoute, c'est un espèce d'ignorant qui s'invente des faits historiques, il jongle avec pour pouvoir nous servir son espèce de salade indigérable. Bon, mais enfin, c'est son affaire à lui. OK, maintenant, on parle du sujet de la soirée Lentise chez les Perrons.
Ah oui, en fait, c'est amusant parce que le sujet de ce soir, c'est quelque chose que m'a posé durant la période des fêtes. C'est des gens qui m'ont posé cette question-là parce que, bon, avec le confinement, les gens se sont lancés dans des espèces de marathons cinéma et séries télé. Et des gens m'ont écrit en me disant, bon, ils s'étaient tapé la série des films, en fait, tous les films, mais il y en a deux en particulier, qui est La Conjuration 1 et 2. Et là, bon, bien sûr, dans la même foulée, on a les histoires de la poupée Annabelle et compagnie. Donc, ce sont des films qui sont plus ou moins basés sur les expériences ou les enquêtes menées par le couple de démonologues Ed et Lorraine Warren. Et là, des gens, durant la période des fêtes, m'ont écrit en me disant, bon, on a vu le film La Conjuration 1, c'est un film qui date de 2013, qui est un film d'horreur assez bien réussi. Et là, ils me posaient la question, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Alors, j'ai décidé, comme c'est un sujet sur lequel j'avais déjà enquêté et qui m'avait déjà été donné un peu d'en parler comme ça à gauche et à droite, surtout lorsque j'évoque la question de Ed et Lorraine Warren. Puis j'ai dit, tiens, je vais faire une espèce de petite capsule ce soir qu'on va aller explorer davantage les fameuses Antilles chez la famille Perron. Donc, c'est la famille qui est au centre de cette histoire qui a alimenté le film La Conjuration 1, donc film sorti en 2013. Donc, j'ai préparé une petite capsule. On va raconter l'histoire telle qu'elle s'est produite dans la réalité, pas forcément la version du film, parce qu'il faut toujours se rappeler que des films que l'on dit être basés sur des histoires vraies, le mot basé est très élastique, hein? C'est-à-dire que basé, ça veut dire qu'il y a un petit peu de vérité, mais dans beaucoup de fiction. Et c'est particulièrement le cas dans l'affaire de La Conjuration, mais ce n'est pas seulement une interprétation, c'est pas seulement une adaptation qui est propre au réalisateur ou au scénariste, mais il y a également des petits mensonges là-dedans qui sont entretenus par le couple Warren et qui ont été également entretenus par les Perron. Et tu vas voir que la réalité, elle est peut-être un peu différente de ce que ces gens-là ont bien voulu nous faire croire. Donc, c'est un peu ce qu'on va explorer. La hantise chez les Perron. On va regarder, il y a des éléments qui sont quand même authentiques. On va regarder donc les événements vrais, les pour, les contre, et on va essayer de rétablir un peu l'histoire. Parfait. Passons donc à l'actualité de la semaine. On reparle du monstre du Loch Ness. Est-ce que le monstre du Loch Ness serait une simple tortue? Ben, tu vois, c'est un peu ce que je te disais tantôt. Hein? Une bonne histoire, ça meurt pas. On laisse passer un peu de temps, puis on nous la ressort éventuellement en oubliant qu'on avait déjà une réponse. T'sais? Puis on se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, comme prends par exemple le triangle des Bermudes. Ben, tu sais, le triangle des Bermudes, ça fait depuis les années 70 qu'on sait qu'il n'y a pas plus de disparitions dans cette région-là qu'ailleurs dans le monde. Hein? Il y a la compagnie Lloyd's qui assure, par exemple, le trafic maritime, montre bien que, en fait, au prorata, il n'y a pas plus de disparitions ou d'accidents dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que sur la quantité, il peut sembler y en avoir plus, mais il faut savoir que le trafic maritime, le trafic aérien, par exemple, est beaucoup plus dense dans cette région-là du monde. On est entre les deux tropiques, hein, le tropique du Capricorne, le tropique du Cancer. C'est là que se développent assez rapidement des cellules orageuses. Donc, il y a toutes sortes de conditions qu'on connaît bien, qui ont été 1000 fois exposées par la Lloyd's. Donc, il faut pas chercher le midi à 14 heures. Et pourtant, malgré tout ce que l'on sait depuis les années 70 sur cette région-là du monde, ou sur ces changements climatiques, sur la quantité de transport maritime qui se produit dans ce secteur-là, chaque année, on nous ressort le triangle des Bermudes, puis là, une nouvelle théorie pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment expliquer les disparitions du triangle des Bermudes. Expliquer quoi? Il n'y a pas plus de disparitions dans le triangle des Bermudes que dans le fleuve Saint-Laurent. Là. On va-tu se faire une émission, là, comment résoudre les mystères des disparitions dans le fleuve Saint-Laurent? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de mystère. Au prorata, il n'y en a pas plus là qu'ailleurs. Fait que lâchez-nous avec vos bulles de gaz qui remontent à la surface, vos tentacules géantes d'un calmar. Il n'y en a pas. Le triangle des Bermudes est une invention, point à la ligne. Les statistiques, les recherches sur chacune des disparitions prises indépendamment prouvent qu'il n'y a pas de mystère exotique derrière le triangle des Bermudes. Il y a simplement des disparitions ou bien mal documentées ou des mauvais navigateurs ou des erreurs de pilotage qui ont entraîné la chute d'un avion. Puis quand l'avion tombe en mer, c'est drôle, hein? Il y a pas de train qui disparaît. Tu dois remarquer ça? Je sais pas ce qui se passe, mais les vortex, ça se passe toujours au-dessus de l'eau, ça. Les avions disparaissent au-dessus de l'eau, les bateaux disparaissent. Il y a deux questions. Ou bien les vortex sont particulièrement attirés par l'eau,
ou bien il est plus difficile de retrouver un avion et un bateau sous la mer que sur la terre ferme. Parce qu'on n'a jamais vu des histoires, un train a disparu. On n'a jamais vu ça. Un métro a disparu. On n'a pas vu ça. Mais, un avion qui a disparu, ça se peut, tu sais. Il y a comme une espèce d'absurdité là-dedans et chaque fois, c'est de nous ressortir des hypothèses à gogo pour essayer d'expliquer quelque chose qui n'existe pas. Moi, je veux bien que les scientifiques se mettent à réfléchir en disant, ça se peut qu'il y ait une vague scélérate, ça se peut qu'il y ait des boules du gaz, du méthane enfermé dans le sous-sol marin qui remonte à la surface puis fait disparaître les bateaux. La première étape, avant toute chose, c'est de démontrer de manière explicite qu'il y a plus de disparitions dans ce secteur-là, au prorata, qu'il y a plus de disparitions dans ce secteur-là qu'ailleurs dans le monde, et d'essayer de proposer des disparitions qui demeurent réellement inexplicables et bien documentées. Parce que, un bateau est porté disparu, je peux pas dire que c'est une disparition qui est inexplicable en soi. Il n'y a pas d'information. Tu sais, si le bateau s'est renversé, si le bateau a été pris à contre-coup par une vague, puis il a chaviré, ça fait pas une disparition mystérieuse, tu sais. Donc, on n'a pas ça, mais on laisse passer le temps, puis ça fait une bonne histoire à nous ressortir quelques années après. Puis voilà, à nouveau, le triangle des Bermudes ressuscite de lui-même. Et notre histoire d'aujourd'hui, là, tu m'amènes sur cette histoire du monstre du Loch Ness. J'ai été un peu renversé par cette histoire-là. Je me demande d'ailleurs comment le monstre du Loch Ness réussit comme ça à ressusciter continuellement, d'année après année. On nous ressuscite le monstre du Loch Ness. Cette fois-ci, c'est un scientifique, un professeur retraité de chimie de l'Institut Polytechnique de l'Université de la Virginie. C'est un type qui, il faut le dire au départ, qui s'appelle Harry Bauer, et c'est un type qui est passionné par l'énigme du monstre du Loch Ness. Donc, ce passionné par l'énigme du Loch Ness, sous-entendre un gars qui croit qu'il y a un monstre dans le Loch Ness et qui est prêt à imaginer toutes sortes d'hypothèses en autant qu'elles correspondent à ce que lui veut bien croire. Donc, notre scientifique, Harry Bauer, nous propose cette semaine que le monstre du Loch Ness pourrait être une espèce de tortue géante qui vivrait dans les eaux du Loch Ness. En fait, ce serait une colonie de tortues géantes qui remonteraient à la préhistoire, qui auraient été capturées, poignées dans le Loch Ness, donc ils peuvent plus retourner à la mer. Et ces tortues, donc, vivraient dans le Loch Ness et de temps en temps, elles remonteraient à la surface, ce qui alimenterait les apparitions du monstre du Loch Ness. Tu dis, mais pourquoi tu charges de midi à 14 heures? On semble oublier que l'affaire du monstre du Loch Ness est à peu près résolue. Il y a quelques années, il y a 2 ans, un scientifique de l'Université d'Otago, Neil Gamel, un biologiste, s'est rendu sur place, il a fait des prélèvements d'eau, ce qu'on appelle de l'ADN environnemental. Il a analysé, il a fait des séquences de toutes les espèces vivantes dans le monstre, dans le Loch Ness, et il a réussi en taxinomie à identifier les espèces qui vivent dans le Loch Ness, et il n'a trouvé aucun ADN provenant d'une espèce animale exotique ou inconnue. 0. Il n'y en a pas. C'est clair? Il n'y en a pas. La seule chose que Gamel a trouvé assez surprenant, c'est qu'il y avait une quantité d'ADN très importante sur des espèces d'anguilles. On savait qu'il y avait des anguilles dans le Loch Ness, mais Gamel a démontré par ses travaux qu'il y en avait beaucoup plus qu'on croyait. Donc, il est possible que des anguilles de grande taille puissent de temps à autre remonter à la surface, et parce qu'ils se tiennent généralement dans le fond, c'est un peu comme des poubelles dans le fond de la mer, qui mangent à peu près tous les déchets qui tombent dans le fond, mais il est possible qu'elles remontent à la surface, et que des gens qui se promènent sur le Loch Ness voient soudainement une forme serpentine dans l'eau. Et là, voilà, j'ai vu le monstre du Loch Ness. Mais il n'y a pas d'espèce exotique ou inconnue dans le monstre du Loch Ness. La tortue géante ou les tortues géantes que nous propose le professeur Henry Bauer, il faudrait que ces tortues-là ne fassent jamais pipi, ne fassent jamais caca. Ces tortues-là ne perdent jamais un petit morceau de peau. Ils bavent pas, ils crachent pas, ils font rien. Parce que s'ils faisaient quelque chose, Neil Gamel aurait découvert qu'il y avait une chaîne ADN appartenant à une espèce qui n'est pas propre aux espèces reconnues du Loch Ness. Il n'y en a pas. Donc, à moins de nous arriver avec la carcasse d'une tortue géante qu'on va nous ramener sur la plage, qui prouverait que le professeur Gamel a commis une erreur dans la façon dont il a fait ses prélèvements et ses séquences d'ADN, il n'y en a pas.
Puis je le sais que même si je te dis ça, Yannick, l'année prochaine, il y aura des gens qui vont nous sortir de nouvelles théories sur le monstre du Loch Ness. Il y a des caméras qui filment en permanence le Loch Ness. Il y aura toujours une vague mystérieuse, une forme plus ou moins floue sur le Loch Ness. Et là, à nouveau, quelqu'un va nous sortir une nouvelle hypothèse. Il doit s'agir de tel ou tel type d'animal, un plésiosaure échappé de la préhistoire. Il y en a pas, là. Je veux dire, à un moment donné, on sait plus sur quel ton le dire, là. C'était beau, le monstre du Loch Ness. À une époque, on n'avait pas la technologie pour pouvoir faire ce genre d'analyse-là. On pouvait alimenter les témoignages, on pouvait alimenter les fantasmes, alimenter les hypothèses, mais je pense que Neil Gemmell a un peu fermé le dossier du monstre du Loch Ness. Il n'y a pas d'ADN dans le Loch Ness qui appartienne à des espèces méconnues, inconnues ou nouvelles ou exotiques. Les animaux qui sont dans le Loch Ness sont bien documentés et les espèces de poissons, d'anguilles ou autres variétés animales qui vivent dans le Loch Ness ont été bien documentées et il n'y a pas d'espèces particulières dans le Loch Ness, si ce n'est beaucoup d'anguilles qui alimentent peut-être les témoignages du monstre du Loch Ness. Maintenant, Christian résout le fameux phénomène de la disparition des bas dans la sécheuse. Ça, c'est un vortex. Tu vois, on a notre fameux vortex qui fait que les bateaux disparaissent au-dessus du train des Bermudes. Il n'y a jamais de train qui disparaît, mais en revanche, on a des bas. Il doit y avoir une galaxie de bas flottants quelque part dans l'univers. À la sortie d'un trou noir, on va trouver une espèce de galaxie de bas. C'est vrai que c'est très mystérieux. Mais aller fouiller dans les quatrains de Nostradamus, d'après moi, je devrais trouver. Il y a sûrement quelque chose qui veut dire quelque chose. C'est bon. Mais bon, je sais que je m'emporte un peu, mais c'est un peu... Comment je pourrais dire, à un moment donné, on vient épuiser de répéter toujours la même chose, puis de voir que des gens, au lieu de dire, bon, ben voilà, passons à autre chose, parce que moi, je pense, puis c'est la raison pour laquelle, après 40 ans, je suis toujours là, je pense qu'il y a des sujets qui méritent réellement un intérêt scientifique, puis très, très poussé, très soutenu. Il y a des choses étranges qu'on n'explique pas encore, que pour laquelle les sciences n'ont pas d'explication. Mais en revanche, il faut arrêter de nous sortir ce genre d'ânerie, de le monstre du Loch Ness, le triangle des Bermudes. Bon, à un moment donné, il me semble qu'on a répondu 1000 fois à ça. C'est plus des mystères. Trouvez-en d'autres, là, éventuellement, parce que ceux-là, on les a résolus, puis c'est merci, bonsoir. Donc, ça nous amène un peu à se questionner, est-ce qu'on veut réellement, on a ces mystères-là, mais est-ce qu'on veut réellement trouver des réponses aux mystères? J'en suis pas certain. Je pense que les gens, beaucoup de gens, ont une espèce de, ils se raccrochent à une espèce de monde fantaisiste et ils veulent pas le déranger. C'est le fun de croire qu'il y a des mystères, puis ne touchez pas à mes mystères. Moi, je l'aime, le monstre du Loch Ness, puis je fais semblant dans une conversation de dire, oh, nous voulons l'explication au monstre du Loch Ness, mais dans le fin fond, là, je veux pas l'avoir. J'aime ça, moi, croire qu'il y a un monstre dans le Loch Ness, comme j'aime croire qu'il y a des gnomes, des farfadets, des fées, puis un petit lutin au bout de l'arc-en-ciel qui danse aux côtés de son bol, de son chaudron rempli de pièces d'or. Une espèce de monde imaginaire auquel les gens disent vouloir trouver des explications, mais dans les faits, il n'y a pas tant que ça de cette volonté de trouver des explications. Elle n'est pas si présente qu'on pourrait le croire. Yann dit, bon, OK, excuse-moi, je me suis laissé emporter. Il n'y a pas de problème. Yann, il dit, pour ce qui est des bas, l'énigme qui m'embête le plus, c'est surtout ceux des enfants. C'est vrai que ceux qui des enfants, ils disparaissent aussi. Les mitaines des enfants aussi. Bon, écoute, c'est des problèmes de parents, ça, hein? Oui, absolument. On parle maintenant des défunts. Oui, écoute, ça, Yannick, c'est une étude qui est intéressante, mais en même temps, c'est un peu comme manquer la cible. Et je t'explique. C'est une étude qui a été menée par des chercheurs de l'Université de Durham, qui a été publiée cette semaine, et c'est un article publié dans le Journal of Mental Health, Religion and Culture. Donc, c'est un périodique tout à fait rigoureux, sérieux, et bon, donc on nous présente cette étude où on essayait de comprendre quel était le profil psychologique des médiums. Donc, et médium, j'entends bien des gens qui affirment communiquer avec l'au-delà, parce que c'est l'expression médium est souvent utilisée à toutes les sauces. Hein, mais dans le domaine de la parapsychologie, lorsqu'on utilise le terme médium, on désigne explicitement des gens qui prétendent pouvoir communiquer avec l'au-delà. Parce que je sais que dans les médias généralistes, souvent on va dire les services de police utilisent des médiums. Ce type d'individu, la parapsychologie préfère lui donner l'étiquette de sensitif, parce qu'on ne sait pas trop d'où l'information, si information ils obtiennent, d'où elle vient cette information.
l'information. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle vient des défunts. Souvent, ces gens-là vont prétendre, là, j'ai ressenti une espèce de vibration ou j'ai vu la scène comme si j'y étais. Donc, c'est pas forcément que l'information vient des défunts, toujours en mettant de parenthèse si on accepte que ces gens-là reçoivent réellement de l'information. Donc, mais dans ce cas-ci, on s'est réellement intéressé aux gens qui ont la prétention de dire « nous communiquons avec les défunts ». Donc, l'étude s'est penchée sur 65 médiums. Ces gens-là, ces médiums-là sont tous des gens qui sont membres de la Spiritualist National Union en Angleterre. Donc, oui, il y a une union des médiums et spirites en Angleterre. Donc, ces gens-là ont la prétention de dire qu'ils communiquent avec les défunts, et on a comparé le profil psychologique de ces gens-là avec 143 personnes ordinaires. On s'entend l'ordinaire, je le mets entre guillemets, des gens comme toi, comme moi, qui n'ont pas la prétention de communiquer avec l'au-delà. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que les gens qui prétendent être des médiums, ce sont souvent des gens qui ont plus de facilité que le commun des mortels et là je fais pas de mauvais jeu de mots, mais comme le commun des mortels, à s'immerger dans des espèces d'activités mentales ou imaginaires. Donc, ils vont être et ce sont des gens qui vont plus facilement, par exemple, se laisser entraîner dans des séances de méditation, l'hypnose, le yoga, ce genre de trucs. Tu vois, des choses qui fait appel à une espèce de concentration où l'individu va se plonger dans des états de conscience modifiés. Donc, les gens qui se disent médiums ont plus de facilité à se livrer à ce genre d'exercice mental imaginaire que monsieur et madame tout le monde. Ce que l'on a découvert également, c'est que dans bien des cas, ces gens-là, ces médiums, affirment entendre des voix depuis la petite enfance. Et là, ce qui est intéressant, et on peut se poser la question, si l'expérience, lorsqu'ils étaient enfants, beaucoup d'entre eux ont perçu cette expérience-là comme étant une expérience positive. Et éventuellement, à travers différentes croyances, différentes approches, ils ont accepté que les voix qu'ils entendaient étaient peut-être celles de défunts. Mais au préalable, l'expérience a été vécue de manière positive. Les chercheurs ont également remarqué que dans d'autres cas où l'expérience sera jugée négative, ben souvent ces gens-là vont plutôt que d'accepter qu'ils entendent des voix de l'au-delà, ils vont plutôt être dirigés par eux-mêmes ou soit par des proches, ils vont être dirigés vers des psychologues ou des psychiatres qui bien souvent va se terminer par un diagnostic, par exemple, de schizophrénie. On va dire, oh, si tu entends des voix, voilà, on va te médicamenter, puis merci, bonsoir, tu vas cesser d'entendre des voix. Donc, en fonction de la façon dont la personne va vivre l'expérience, ou bien elle va accepter ou se mettre à croire qu'elle entend l'au-delà, et je reviendrai sur le mécanisme de la croyance, là. Elle va se mettre à croire qu'elle contacte avec l'au-delà, ou si l'expérience est vécue de manière négative, il y a fort à parier que la personne va en venir à voir de ses proches ou par la médecine un diagnostic d'un trouble mental. Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui ont vécu des expériences de voix négativement, qui ont été diagnostiqués comme étant souffrant de troubles mentaux, est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont tous en réalité des médiums? Ou est-ce que ça veut dire que tous les médiums ont peut-être des troubles mentaux? Tu vois, on peut se poser cette question-là, mais l'étude ne répond pas à ça. En fait, l'étude ne s'est pas posé la question, ne porte pas sur est-ce que les gens qui entendent des voix entendent réellement ces voix-là? Est-ce qu'il y a un réel phénomène exotique qui se produit? On s'est simplement intéressé au profil psychologique de ces gens-là. Et c'est pour ça que je te dis que c'est à mon avis, un exercice qui manque un peu la cible. Hein, parce que moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce qu'on peut documenter de manière qualitative les gens qui affirment communiquer avec l'au-delà, à savoir ces gens. Moi, ça me dérange pas que la personne souffre de troubles mentaux. Si elle est réellement en contact avec mon grand-père, puis elle me donne de l'information qualitative qui me prouve qu'elle est en contact avec mon grand-père, bah que cette personne-là souffre de troubles, je sais pas moi, de paranoïa ou peu importe. Tu comprends? Pour moi, comme individu, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a une réalité derrière ces pseudo-communications. Et comme on en a souvent parlé de ce phénomène de la pas de la clairvoyance, mais de la médiumnité, c'est vrai que si on se concentrait essentiellement sur les dites communications spirites,
dans lesquels on retrouve de l'information qualitative qu'on a pu vérifier après coup de manière explicite. Parce que c'est facile de dire, ah oui, le médium me dit ceci ou cela. Mais bon, est-ce que des gens autour de la table connaissaient les réponses et est-ce que l'information qui a été donnée était réellement qualitative? Est-ce qu'on a pu la vérifier après? Est-ce qu'elle était réellement inconnue au moment de la séance? Donc ça, c'est excessivement laborieux de faire cette documentation-là. Et si on devait prendre uniquement les communications spirites qui répondent à ces critères très rigoureux, ben écoute, le phénomène de la communication avec l'au-delà, si on parle de l'ère moderne, parce que bon, on peut retourner dans l'Antiquité, puis on va dire, ah oui, il y avait des mages, des sages, des voyants, des espèces de sorciers qui disaient communiquer avec les défunts, mais si on regarde de façon moderne, le spiritisme est né au milieu du 19e siècle avec aux États-Unis à travers les Sir Fox. Donc on est aujourd'hui à peu près 170 ans après l'arrivée du spiritisme, hein, donc de 1848 à 2021. On a à peu près ça, 170 ans de communication spirite. Et à partir du moment où ce phénomène de communication avec l'au-delà est apparu, il s'est répandu comme une traînée de poudre, il s'est rapidement gagné l'Europe. Il faut se rappeler que c'était à une époque où on n'avait pas la télévision et la radio, donc on se réunissait, la communication avec l'au-delà était presque devenue une activité bourgeoise. On se réunissait dans des salons, on communiquait avec l'au-delà, avec des proches disparus. C'était quelque chose qui était très prisé d'une certaine société et il y a des têtes couronnées, des gens importants qui se sont donnés au spiritisme. En Angleterre, par exemple, la reine Victoria était une mordue de spiritisme. Au Canada, notre ancien premier ministre William Lyon Mackenzie King était un passionné également de spiritisme. Donc, c'est pas simplement des hurluberlus qui s'intéressaient à ça. Mais si on devait prendre essentiellement les communications au cours de ces 170 ans, les communications spirites, où l'information qui a été livrée par le médium était inconnue des gens autour de la table et que cette information-là a pu être vérifiée de manière qualitative après la communication spirite et de manière significative, là. Pas quelque chose qui ouvrait la porte à une interprétation plus ou moins floue, mais des informations qui étaient très, très, très explicites. Écoute, ça tiendrait dans un feuillet paroissial. Donc, c'est pour te dire qu'il y en a pas beaucoup. Donc, pour moi, la question, c'est est-ce que ces communications spirites sont authentiques ou est-ce que c'est simplement une espèce de déblatération de gens qui affirment être des médiums? Malheureusement, l'étude menée par les chercheurs de l'Université du Durham ne répond pas à cette question-là. Elle ne fait que nous présenter un profil en disant, voilà, les gens qui affirment être des médiums présentent tel profil psychologique. Ce profil-là est différent un peu du reste de la population, mais ne nous apporte aucune réponse à savoir si oui ou non ces communications-là sont authentiques. Il y a quand même quelque chose que je dois te dire, Yannick, oui. Quand je regardais cette étude-là, il y a quand même un élément qu'on doit retenir. Tu sais que dans le milieu de la psychologie ou de la psychiatrie, les médecins, les praticiens utilisent un manuel qui s'appelle le DSM. En fait, on utilise le DSM-5 aujourd'hui. DSM, c'est un acronyme pour dire Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Oui, donc, et je déconseille à tout le monde de lire ça parce que si ça fait comme moi, c'est comme si on avait toutes les maladies. Ouais, c'est ça, on a toutes les maladies. Donc, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, le DSM, je simplifie, c'est un peu comme un grand dictionnaire où tous les troubles mentaux sont répertoriés avec leurs symptômes. Exact. Donc, par exemple, si tu me dis, moi, j'entends des voix, j'ai des picotements dans les mains, puis de temps en temps, j'ai comme l'œil gauche qui clignote. Ben, écoute, je vais regarder dans ce livre-là, puis je vais trouver tes symptômes, et là, si tu as un certain nombre de symptômes associés à une pathologie particulière, je vais dire, regarde, tu présentes 4 ou 5 des symptômes de la schizophrénie, puis si à partir du moment où on t'en compte 3, tu dois souffrir de schizophrénie. Donc, on voit un peu tous les troubles mentaux là, sont répertoriés là-dedans. C'est comme un grand dictionnaire et on se réfère à ça pour les symptômes et les pathologies. Il faut que je te dise que aujourd'hui, au moment où on se parle, évidemment, ce livre-là, il est remis à jour en fonction des nouvelles découvertes que l'on fait, des recherches qui sont menées dans le domaine de la psychologie ou de la psychiatrie. Et il y a depuis quelques années maintenant, on en est au DSM-5. Je te dirais, le DSM-5, ça doit faire presque une bonne dizaine d'années là, qui est en place. Mais dans la version précédente, le DSM-4, on disait que les gens qui entendaient des voix, ça faisait partie d'un trouble mental et généralement, c'était de la schizophrénie. Et il faut que je te dise que dans le DSM-5, aujourd'hui, qui est actuellement en cours, on a fait une espèce de mise au point là-dessus. C'est-à-dire qu'on dit, les gens qui entendent des voix, oui, peuvent être schizophrènes, mais dans le DSM-5, le DSM-5,
on a fait une espèce de mention en disant faut faire attention parce que dans des cadres spirituels, des cadres un peu de croyances métaphysiques, il y a des gens qui prétendent entendre des voix, mais qui ne sont pas forcément des gens qui souffrent de troubles mentaux. Donc, tu vois, on a quand même, le DSM-5 a quand même pris un pas d'avance en disant faut faire attention. C'est pas parce que tu entends des voix que tu souffres obligatoirement d'un trouble mental, ce qui était pourtant le cas si on se référait au DSM-4. Donc, c'est quand même, cet élément, il est intéressant, mais malheureusement, cette étude des chercheurs de l'Université de Durham ne répond pas à la question que tout un chacun se pose. Est-ce que les communications avec l'au-delà sont bien réelles et est-ce que l'information qui est transmise, c'est une information qui est qualitative et qui provient réellement des défunts? Parce que bon, c'est la grande question. Si je reçois de l'information de mon grand-père, ben ça me prouve que mon grand-père a survécu à sa mort. Donc, une partie de lui, une essence, la conscience, peu importe, l'âme, ça n'a pas d'importance le nom qu'on lui donne, mais cet élément-là pourrait survivre à la mort. Malheureusement, cette question-là n'est pas répondue par cette étude-là. Il faut dire qu'elle ne visait pas ça non plus, c'était plutôt de chercher un profil psychologique. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. – 18h52, vous avez des choses à nous dire, 88 670 9098, 88 670 9098, 1-877-440-2464, ça fonctionne par texto. Sujet de la soirée, hantise chez les Perron. Et oui, donc c'est pour répondre à une question qui m'avait été adressée par des auditeurs durant la période des fêtes. Et j'ai choisi en fait de prendre cet élément-là parce que on nous annonce depuis quelques semaines aussi, on nous annonce la sortie du film La Conjuration 3 qui va s'intituler Sous l'emprise du diable et on s'est inspiré d'une histoire qui remonte aux années 1980 que j'avais évoquée d'ailleurs dans mon livre Dossier Mystère 3 qui est une histoire où un individu disait avoir été possédé par le démon, ça s'était terminé par un meurtre, c'est allé en procès, il y a eu une condamnation. Donc c'est une histoire assez incroyable donc ce sera la thématique qui sera exploitée pour le film La Conjuration 3 qu'on nous annonce dont la sortie devrait se faire quelque part en 2021. Mais aujourd'hui, on se penche sur La Conjuration 1, donc un film sorti en 2013 qui reprenait une série d'événements mystérieux qui s'étaient produits dans une maison de ferme qui était habitée par la famille Perron. Et donc, je te présente la capsule telle que les faits sont généralement présentés. Et après, on pourra, si tu le veux bien, décanter l'information entre ce qui est vérifié et vérifiable, ce qui est vrai, ce qui est faux, et de quelle façon on a un peu exagéré ou poussé sur certains éléments. Donc, sans plus tarder, la hantise chez les Perron. À l'été de 1970, une série d'événements brutaux éprouve la famille Perron. Roger, Carolyn et leurs 5 filles, Andrea, Nancy, Kristen, Cindy et April, habitent alors un petit bungalow à la sortie de Providence, au Rhode Island. Un matin, leur chien, Bathsheba, est happé mortellement sous leurs yeux. La laisse de l'animal, qui a échappé à la vigilance de ses maîtres, s'enroule autour de la roue de la voiture et l'animal a la tête broyée. Un spectacle difficile pour les fillettes Perron. Quelques semaines plus tard, au retour d'un séjour en famille, les Perron découvrent qu'ils ont été cambriolés. La maison est sans dessus-dessous. Leurs biens ont été vandalisés et leurs chats tués à coups de bâton de baseball. Le petit secteur paisible de Cumberland, où ils ont acheté leur maison en 1964, n'est apparemment plus ce qu'il était. Au fil des ans, le tissu social s'est gangrené et des gangs de rue ont fait leur apparition. Les Perron songent de plus en plus à déménager. À l'hiver de 1970, Roger et Carolyn achètent une grande maison à l'extérieur d'Harrisville, sur les bords de la rivière Nipmuc. Le domaine Arnold, du nom des anciens propriétaires, fait 200 acres. La résidence principale, construite en 1736, compte 9 chambres, mais une seule salle de bain.
Pour les Perron, c'est l'endroit idéal pour élever leur fille. La maison et sa vieille grange qui sert de remise est certes quelque peu vétuste et les murs ont besoin d'un bon coup de peinture. Mais le cadre bucolique, loin de Cumberland, vaut bien ses désagréments. Le prix, 75 000 $, n'est pas non plus à négliger pour un tel domaine. Mais les lieux cachent des secrets que les Perron ne tarderont pas à découvrir. Premier indice insolite. Au moment du transfert des titres, le propriétaire sortant, M. Kenyon, murmure à l'attention de Roger « Pour le salut de votre famille, laissez les lumières allumées la nuit. » Peu après avoir emménagé, les Perron observent des choses insolites. Les cadrans et les horloges s'arrêtent subitement. Des bruits de pas retentissent dans des pièces éloignées. Des jouets se déplacent tout seuls et des murmures se font entendre venus de nulle part. Carolyn, qui est souvent seule pour veiller sur les filles, en vient à croire que leur nouvelle maison est hantée et de surcroît par plusieurs entités. Certaines se manifestent sous forme d'apparitions diaphanes et translucides. D'autres ne sont que des ombres sur les murs. Certains de ces squatteurs de l'au-delà laissent derrière eux des odeurs de fleurs. Il y a même une entité qui passe le balai la nuit, ne laissant au matin qu'un tas de poussière au milieu de la cuisine. Carolyn, une femme spirituelle et un peu médium sur les bords, croit que ces présences seraient liées au passé tourmenté des lieux. L'ancien domaine Arnold aurait en effet été le théâtre d'une kyrielle de morts accidentelles et d'autres beaucoup moins accidentelles. On raconte que la propriété, dont l'acquisition des terres remonte à 1680, aurait connu son lot de drames. Susan Arnold, l'épouse de John Arnold, celui-là même qui a donné son nom au domaine, se serait pendue à une poutre de la grange. Quelques années après, un visiteur du nom de Jarvis Smith aurait été retrouvé mort dans des circonstances nébuleuses. 2 enfants se seraient également noyés dans un étang sur la propriété. Plus dramatique, une fillette de 11 ans, Prudence Arnold, aurait été violée et assassinée par un domestique du nom de William Knowlton. Mais l'épisode le plus troublant concerne un personnage sulfureux du nom de Bathsheba Sherman. On prétend qu'au milieu du 19e siècle, le domaine était celui de Judson Sherman. Un soir, en rentrant chez lui, Judson aurait surpris sa jeune épouse en train de se livrer à un sacrifice satanique. Trop tard, hélas, pour sauver son nouveau-né, mort le crâne percé par une longue aiguille. L'histoire reste floue sur la suite des événements. Certains ajoutent que Bathsheba aurait eu 3 autres enfants, tous décédés avant l'âge de 4 ans. En 1885, elle se serait suicidée en se pendant à un arbre du jardin. Dans son rapport, le médecin coroner aurait écrit que, par un processus mystérieux, le corps de Bathsheba s'était solidifié, littéralement transformé en pierre. Pour Carolyn Perron, toutes ces âmes errantes seraient plutôt amicales, sauf Bathsheba Sherman. C'est elle qui serait responsable de ces tortures. Caroline croit être la cible d'une entité malveillante qui lui apparaît chaque nuit sous les traits d'une sorcière vêtue d'une vieille robe verte. L'apparition lui répète « Fous le camp, je te chasserai hors d'ici, dans la mort et la douleur. » À d'autres moments, elle est giflée par des mains invisibles. Parfois, elle ressent de vives douleurs sur son corps, comme si elle avait été piquée par des aiguilles. Souvent, ces piqûres laissent des marques rougeâtres sur sa peau, preuve qu'elle n'a pas rêvé. Malgré cela, Roger Perron, qui ne fait que des haltes courtes et passagères, refuse de croire à toutes ces histoires. Son scepticisme déçoit Carolyn, qui lui reproche ses absences et son manque de support. Le couple finira d'ailleurs par divorcer. Au fil des mois, les manifestations au domaine des Perron
ne sont plus qu'un secret de polichinelle. De l'école à l'église, tous les habitants d'Harrisville savent ce qui se passe au 1677 Round Top Road. C'est dans ce tumulte que débarquent, la veille de l'Halloween 1973, Ed et Lauren Warren. Ed et Lauren Warren se présentent comme des démonologues. En 1952, ils ont créé la New England Society for Psychic Research et, depuis, ils parcourent le pays pour enquêter sur des phénomènes de hantise et de possession. Il y a quelques semaines, ils ont appris qu'une famille du Rhode Island était aux prises avec des entités invisibles et ont décidé d'offrir leur aide. Si Carolyn Perron est ravie de ce secours inattendu, Roger, qui reste mitigé sur ces histoires de hantise, est plutôt agacé par tout ce remue-ménage. Après avoir fait le tour de la propriété, les Warren concluent que l'endroit est bel et bien hanté et que l'une de ces entités, l'incontournable Bathsheba Sherman, est hostile et diabolique. Lauren, qui assure posséder des dons de médium, croit aussi que ces esprits ont été invités dans ces lieux, soit par un ancien propriétaire, soit par les Perron, dont les filles avouent d'ailleurs avoir joué avec une planchette Ouija. Pendant des semaines, Carolyn garde le contact avec les Warren qui lui rendent visite à quelques reprises. Si les manifestations extérieures semblent moins présentes, Carolyn a plus que jamais l'impression qu'une entité diabolique cherche à se substituer à sa volonté. Pour Lauren Warren, il est temps de réagir en s'attaquant directement à la source du problème. Une séance de spiritisme s'impose. Il est impératif de communiquer avec ces âmes errantes qui, depuis des années, empoisonnent la vie des Perron. Par une froide soirée de décembre 1973, les Warren se présentent à nouveau chez les Perron. Ils ne sont pas seuls. Ils traînent dans leur sillage une poignée de collaborateurs, dont un prêtre et une médium. Ces guerriers des ténèbres déploient toute une batterie d'équipements destinés à documenter les présences fantomatiques des lieux. Ils retrouvent ensuite les Warren dans la cuisine, où ils préparent Carolyn Perron pour la suite des événements. Des bougies sont placées sur la table, au milieu de gris-gris, destinés à favoriser les effluves avec l'au-delà et à les protéger de toute influence malveillante. Ils s'assoient et forment un cercle en se tenant par la main. Ils prient, implorent Dieu de les protéger des forces démoniaques qui les entourent. Carolyn Perron émet un râle inquiétant et commence à marmonner des mots inintelligibles dans une langue que personne ne reconnaît. Elle n'est plus elle-même. Elle pousse soudain un cri et sa chaise se renverse. Roger Perron, qui depuis le début qualifie cette séance de cirque ridicule, brise le cercle et se précipite au secours de Carolyn. Ed Warren tente de s'interposer, ce qui lui vaut un solide coup de poing au visage qu'il envoie valser à l'autre bout de la cuisine. La séance imaginée par les Warren prend des allures de combat de boxe. Lauren se dresse entre Ed et Roger qui, hors de ses gonds, ordonne aux Warren de foutre le camp. Le ton ne laisse aucune place à la négociation. Rapidement, les chasseurs de fantômes récupèrent leurs équipements et quittent les lieux. En inspectant leurs appareils, les enquêteurs découvriront que ceux-ci ont été endommagés lors de leur veille, et les enfants Perron, demeurés dans leur chambre durant la séance, n'iront y être pour quelque chose. Les Warren ne retourneront jamais chez les Perron. L'intervention des Warren n'a pas l'effet escompté. Si Carolyn ne connaît aucun autre épisode de possession, les phénomènes paranormaux ne cessent pas pour autant. L'état de santé de Carolyn connaît des hauts et des bas, victime de maux inconnus, et la maison demeure le théâtre d'incidents inexplicables. Pendant encore des années,
les Perron vont devoir composer avec ces invisibles locataires. Jusqu'à 9 entités, à n'en croire Andrea Perron. En 1980, les Perron déménagent et quittent le Rhode Island pour la Georgie. L'ancienne maison de ferme du 1677 Round Top Road est vendue à Norma et Jerry Sutcliffe. Du bout des lèvres, Norma admettra avoir vécu des phénomènes étranges, mais rien de comparable à ce que les Perron ont rapporté. En juin 2020, le domaine Arnold est revendu pour 439 000 $ à Corey et Jennifer Eisen, des chasseurs de fantômes originaires du Maine. Au moment de l'acquisition, ils annoncent avoir l'intention de transformer les lieux en attractions touristiques, avec gîtes et visites guidées. Pourquoi pas? En 2013, l'histoire des Perron est adaptée au cinéma dans La Conjuration, le premier film d'une franchise inspirée des enquêtes du couple Ed et Lauren Warren. Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Père. Mais vous êtes quoi, au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connus simplement en tant que Ed et Lauren Warren. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. Il se passe des choses terribles dans ma maison. On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que Lauren sent, voit, touche est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute sale. Elle est debout devant le lit de ma maman. Tu veux le voir? Oui. Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir debout derrière toi. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. On a commencé très relax l'émission. On a jasé, on était calme. Et là, il y a Christian qui a décidé de nous faire une capsule avec de la musique épeurante, une histoire épeurante. Puis la finale, on va se le dire avec la bande-annonce du film. Et oui, c'est sûr que c'est toujours accrocheur. Hein? Les bandes-annonces, on va chercher les éléments qui vont le faire le plus réagir les téléspectateurs. Puis je pense que c'est particulièrement bien réussi. Puis il faut quand même le dire, hein, le film La Conjuration 1, c'est un très bon film d'horreur. Pour les gens qui aiment ce genre de film, une bonne histoire de fantômes, c'est bien ficelé. On suit le travail d'Ed et Lauren Warren qui rendent visite au Perron. Et puis il y a cette espèce de préoccupation par rapport aux entités qui hantent les lieux. Tout ça va crescendo jusqu'à une espèce de séance de spiritisme ou d'exorcisme que l'on voit dans le film. Donc déjà là, entre le film et la version que j'ai présentée dans la capsule, il y a une énorme différence. Et je sais pas si tu as vu le film La Conjuration 1. Oui.
Mais cette grosse différence, c'est bien sûr la réaction de Roger Perron par rapport à tout ce qui va se produire durant cette séance. Hein. Dans le film, les Warren vont réussir à, entre guillemets, à exorciser Caroline Perron, alors qu'en réalité, cette séance-là a tourné court un peu parce que au moment où la chaise sur laquelle prenait place Caroline Perron s'est renversée, Roger Perron, qui considérait que tout ça était de la foutaise, s'est levé. Ed Warren a voulu s'interposer. Il y a une bataille qui a opposé les deux bonhommes en question. Et Roger Perron a décroché un uppercut à Ed Warren qui s'est retrouvé à l'autre bout de la cuisine. Bon, Lorraine Warren était tentée de s'interposer. Donc, tout ça s'est terminé un peu dans le chaos, ce qu'on voit pas du tout dans le film. L'affaire se passe plutôt de façon docile avec une réussite d'exorcisme par les Warren. Donc, en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Déjà, il y a cette distinction entre le récit et le film. Mais cela étant dit, essayons de regarder l'histoire originale. Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y avait réellement des hantises? Bon, quelle était la source de ces événements-là? Il faut savoir, Yannick, que dans le cas des événements qui se sont produits à la ferme des Perron, il y a très peu de documentation explicite. Il faut savoir qu'il y a eu il y a des articles de journaux qui ont été publiés dans la presse locale qui racontaient ces histoires de hantises. C'est d'ailleurs ce qui va amener les Perron, ce qui va amener plutôt les Warren chez les Perron. Dans le film, hein, on nous a refait un peu un scénario où Madame Perron va à la rencontre de Madame Warren, puis c'est ça, elle lui dit, bon, il y a des trucs qui se passent chez moi, vous devriez venir. En réalité, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Les Warren ont spontanément débarqué chez les Perron parce qu'ils avaient lu dans la presse locale, des gens leur avaient fait parvenir les articles de journaux qui racontaient les histoires de hantises chez les Perron. Et je sais que je vais être un petit peu méchant, là, mais moi, pour avoir connu j'ai connu Lorraine Warren, pas Ed Warren. Mes premiers contacts avec Lorraine Warren, Ed était déjà très malade. Mais les gens qui connaissent bien les Warren, les gens qui ont approché les Warren de manière très critique, ces gens-là ne jouissent pas d'une réputation extraordinaire. Hein? Pour beaucoup de gens, ces gens-là étaient un peu des charlatans et ils ont beaucoup exploité les histoires de hantises pour capitaliser financièrement sur ces histoires-là. Donc, ils étaient toujours un peu à l'affût d'une bonne histoire de fantôme à exploiter pour éventuellement soit tirer des sommes d'argent ou soit éventuellement se retrouver sous les feux de la rampe. C'était ça qui était l'idée. C'était il faut cultiver ou notre réputation ou cultiver notre compte de banque et on est à l'affût de ces recherches-là. Et c'est donc de cette manière-là que les Warren vont se présenter chez les Perron. Donc ils ont lu ces articles et ils se présentent chez les Perron. Il n'y a pas du côté des Warren, en dehors des articles de presse que je viens de te mentionner, les Warren n'ont jamais publié un compte-rendu détaillé de ce qui s'est produit chez les Perron, contrairement à d'autres histoires de hantises où ils ont publié des ouvrages détaillés de leur investigation. Quand je parle d'ouvrages détaillés, on parle d'ouvrages qui est 200 ou 300 pages où ils racontent minute par minute à peu près leur implication dans des événements à caractère surnaturel. Dans le cas des Perron, ils n'ont pas fait ça. Il n'y a pas un ouvrage qui a été publié par les Warren qui détaille leur investigation sur les lieux. Ils en ont fait quelques mentions dans d'autres ouvrages, mais de manière assez sporadique, donnant quelques éléments, mais sans plus. Ce que l'on connaît de cette histoire-là, on le connaît surtout à travers Andrea Perron, donc une des 5 filles Perron qui était donc là au moment où les événements se sont produits. Il faut savoir que la ferme a été occupée par les Perron pendant une dizaine d'années, entre 1970 et 1980. Et au moment où les événements qui impliquent les Warren, où les Warren vont se présenter là, puis il y aura cette espèce de séance d'exorcisme ou séance spirit, il faut savoir que Andrea Perron avait 7-8 ans au moment où ces événements-là vont se produire. Donc, Andrea Perron a publié en 2011, 2013 et 2014 une trilogie qui s'intitule House of Darkness,
House of Light. Ce sont des ouvrages assez importants, de 350 pages chacun, où elle détaille les événements qui se sont produits sur ces 10 longues années dans cette maison de ferme. Ces ouvrages-là ont été publiés à compte d'auteur et c'est le souvenir, en fait, d'Andrea Perron qui raconte ces événements-là. Là, ici, il faut quand même prendre ça avec une espèce de grain de sel. Bon, les ouvrages sont assez bien écrits. Ce sont quand même des ouvrages écrits à compte d'auteur. Et elle raconte beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, mais beaucoup aussi des éléments qui touchent sa propre famille. L'épisode impliquant les Warren se retrouve dans le livre numéro 1 et il est assez, je dirais, assez sommaire. C'est quelques pages qui sont consacrées à ça. On voit que les Warren n'ont pas eu un rôle particulièrement important dans les événements qui se sont produits là. Puis là, il faut plusieurs bémols, parce que, par exemple, comme je te dis, le livre est basé sur les souvenirs des Perron, mais un souvenir qui a été colligé par Andrea Perron et qui a été colligé 30 ans après les faits. Donc, on a une femme comme ça qui va interroger ses sœurs. Elle avait 4 sœurs, ses parents. Donc, elle discute avec eux, collige leurs témoignages, mais c'est 30 ans après les événements et les livres sont des recueils de ça. Bon, il faut savoir que 30 ans, c'est une longue période de temps et les souvenirs vont se colorer de façon très importante au fil des ans et qui plus est, ils vont se colorer parce que au moment où les événements importants se produisent, là, au début des années 70, comme je l'ai mentionné, Andrea Perron a 7 ou 8 ans à cette époque-là. Ses sœurs sont un petit peu plus âgées, mais on est quand même dans un univers d'enfants et d'adolescents. Et leur mère, Caroline Perron, elle est décrite parce qu'Andrea Perron en donne. Elle dit, ma mère, elle était une espèce de sensitive, elle croyait au monde métaphysique, etc. Et dès que les premières manifestations se sont produites dans la maison, toujours comme le détaille Andrea Perron, sa mère a assez rapidement conclu qu'il devait s'agir de fantômes. Or, essaie d'imaginer le contexte où on a une femme qui croit, à tort ou à raison, mais qui croit que la maison est hantée. Et comme monsieur le père, Roger Perron, était un vendeur itinérant, il était rarement à la maison. Donc, les fillettes vivent autour de leur mère et comme leur mère croit spontanément que tout ce qui se passe dans la maison, ce sont des fantômes, ben, tu comprends qu'elle va influencer également la croyance des fillettes qui sont autour d'elle et qui partagent le même environnement. Quand on regarde les ouvrages qu'a écrit Andrea Perron, on voit qu'il n'y a pas une volonté d'essayer de trouver des explications rationnelles à ce qui se passe. Une porte qui s'ouvre, c'est un fantôme. Une horloge qui s'arrête, monsieur et madame tout le monde conclurait qu'on a simplement oublié de la remonter. Mais non, pour les Perron, tout ça devient des signes. En fait, surtout pour Caroline Perron, tous ces événements-là deviennent des signes de l'au-delà. Et bien sûr, elle interprète ces éléments-là de cette manière et elle va influencer, bien sûr, le comportement de ses fillettes et de ses adolescentes à adhérer à peu près au même mécanisme. C'est assez étonnant parce que tu dis, les événements que raconte Andrea Perron se passaient pratiquement au quotidien et ils étaient très explicites. C'est une espèce de balai qui se promène comme ça dans le milieu de la cuisine, qui laisse un petit tas de cendres, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des bruits de pas dans les escaliers. Et c'est quand même curieux que le père, Roger Perron, lui, même si ces manifestations-là, ou dire d'Andrea Perron, étaient quotidiennes, régulières, Roger Perron, lui, demeurait tout à fait sceptique par rapport à la réalité de ces événements-là. Donc, déjà, il y a une espèce de dichotomie. Comment ce type-là peut-il continuer d'entretenir du scepticisme si les événements sont aussi explicites que le raconte Andrea Perron? Exact. Et il y a d'autres éléments qui sont accrocheurs là-dedans. On se dit, bon, il y a ces événements-là qui se passent de manière spontanée, qui sont quotidiens. Pourtant, il n'existe aucun film, aucune photographie qui a été prise d'événements comme ça qui se seraient produits. Donc, tu t'imagines, si les Perron entrent dans une pièce, les meubles sont tous renversés, on aurait pu s'attendre qu'au fil du temps, ils aient quand même pris quelques photographies de ces événements-là, de la pièce renversée. Bien sûr, ça prouve rien, mais on se dit, spontanément, ils auraient pris une photo ou on aurait un film de ça. Il n'existe absolument rien. Et ce qui est d'autant plus surprenant aussi, c'est qu'il y a une espèce de séparation entre le discours d'Andrea Perron avant le film La Conjuration et le discours des Perron après le film La Conjuration. Et je m'explique. Dans les livres qui ont été écrits
un peu avant et après ou pendant à peu près la sortie du film La Conjuration. Andrea Perron, par exemple, lorsqu'elle parle de son père, elle raconte de façon très explicite son scepticisme, comment il considérait que tout ça était était tout à fait ridicule. Il considérait quasiment comme si sa femme était atteinte d'une maladie mentale, de croire à toutes ces histoires de fantômes. Et dans les entrevues qui ont été faites à cette époque, au moment où le livre est sorti, on a eu quelques entrevues qui ont été réalisées soit dans la presse, ou on a même eu des entrevues qui ont été faites à la télé. Le discours des Perron, parce que d'ailleurs, Andrea Perron, quand elle parle de son père, elle n'en parle pas nécessairement en termes très élogieux. C'est pas non plus négatif, mais c'est plutôt, disons, assez neutre, et elle considère, on voit qu'elle a un parti pris pour la vision de sa mère, parce que elle, lorsqu'elle parle du scepticisme de son père, elle en fait presque un reproche. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ce discours-là, c'est celui qu'on retrouve avant la sortie du film La Conjuration. Donc, il y a des entrevues qui ont été faites avec les Perron, des petits bouts de film à gauche, à droite, des entrevues dans la presse, et tout ça correspond assez bien à ce que Andrea Perron a décrit dans ses livres. Et voilà qu'après la sortie du film La Conjuration, le discours change. Moi, j'ai vu des entrevues avec Roger Perron après la sortie du film La Conjuration, où il est beaucoup moins sceptique. Ah oui, les portes s'ouvraient, on entendait des bruits de pas dans l'escalier. C'est à se demander si quelque part il n'y a pas eu des négociations. Tu comprends? Tu fais un film, puis les principaux protagonistes disent dans la presse, ça s'est pas produit comme ça, c'est de la foutaise, c'est pas ce que l'on voudrait. Non, c'est ça. Et on peut se poser... Et on va se dire, tu deviens une star, là. Ouais, tu deviens une star. Et donc, je peux me demander d'une certaine façon dans quelle mesure, après la sortie du film La Conjuration, le témoignage des Perron ne s'est pas adapté à la sortie du film pour entretenir, en fait, le scénario du film, puis dire, tout ça s'est passé, c'était tout à fait extraordinaire, etc., etc. Donc, on peut se poser cette question-là, et ça nous amène à se pencher sur l'honnêteté des gens impliqués. Bon, les Warren, on en a parlé, je reviendrai pas sur le sujet. C'est à la fois des enquêteurs, des démonologues, puis des gens aussi qui aiment bien exploiter le paranormal et un petit peu de réajuster la vérité en fonction de l'histoire et se donner le beau rôle. Dans le cas des Perron, ce qui est assez surprenant, c'est que il y a cette dichotomie entre cette séparation, cette différence entre le récit que nous offre Andrea Perron originalement et le récit qui va s'adapter, se transformer après la sortie du film. Dans son premier livre, Andrea Perron, l'introduction du livre, elle dit « Ce que je vous raconte, c'est avec honnêteté, je sais pas d'embellir les événements. Bon, je raconte ça avec, je mets mon cœur sur la table, c'est les témoignages de ma famille. » Donc, elle insiste beaucoup sur cet aspect-là de l'honnêteté. D'une certaine façon, je ne remets pas en question sa volonté de témoigner de ces événements-là. Et elle en témoigne, bien sûr, en fonction de ce qu'elle a vécu comme une enfant, je le répète, de 7 ou 8 ans. Et même, on peut aller un peu plus tardivement dans l'adolescence, puisqu'ils ont habité les lieux pendant une dizaine d'années. Mais même si ces événements-là couvrent une période allant de 7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, ça n'en demeure pas moins que Andrea Perron était une enfant ou une adolescente au moment où ces événements-là se produisent, tout comme ses sœurs, d'ailleurs. Et on peut se demander dans quelle mesure le souvenir 30 ans après n'a pas été coloré. Mais ensuite de ça, il y a des éléments dans cette histoire-là qui sont invariablement frauduleux et c'est impossible qu'Andrea Perron ne l'ait pas su et que les Warren ne l'aient pas su. On veut bien croire à la naïveté, mais à un moment donné, entre la naïveté et le mensonge éhonté, il y a quand même un monde entre les deux. Et quand je parle de mensonge éhonté, je prends en particulier parce que il y a plusieurs manifestations qui se produisaient à la ferme des Perron. À n'en croire Andrea Perron, les lieux étaient habités par plusieurs entités, mais elles ont, dans les livres, devrais-je dire, et dans le film, on focalise principalement sur une entité qui est Bathsheba Sherman, et dans les livres, Andrea Perron évoque également 2 autres morts particulières qui auraient
qui auraient influencé les événements qui se sont produits là, notamment Madame Arnold et Madame Arnold qui se serait suicidée en se pendant à une poutre dans la grange, et une fillette de 11 ans, elle aussi de la famille Arnold, Prudence Arnold, qui aurait été violée, égorgée par un aide de ferme. Donc ce sont ces trois morts-là, ces trois décès-là, très sordides, qui se sont produits sur la ferme des Perron, que nous raconte à tout le moins Andrea Perron, qui était principalement les hantises des lieux, et on va surtout utiliser Betshema Sherman, qui se serait apparemment donné à la sorcellerie et au satanisme pour compléter le tout, et c'est surtout cette Betshema Sherman qui est utilisée dans le film. Là, on est dans le fantasme pur et dur. Là. Prenons d'abord cette Betshema Sherman. Là. Elle a jamais vécu sur la ferme qui était occupée par les Perron. La ferme des Perron, c'était une maison qu'on connaissait sous le nom du domaine Arnold. Et le domaine Arnold avait été occupé jusqu'à l'acquisition de la ferme par les Perron, par des membres de la famille de la famille Arnold. Et cette Betshema Sherman, elle est née en réalité, elle s'appelait Betshema Thayer. Elle s'est mariée, là, on est là, à ce moment-là au milieu du 19e siècle. Elle va se marier vers l'âge de 30 ans, un certain Judson Sherman, qui lui est un voisin des Arnold. C'est pas la ferme des Perron, appelons ça la ferme Arnold ou Perron, peu importe, mais ce n'est pas cette ferme-là, c'est une maison qui est à côté, là, c'est des voisins. Et cette femme-là, cette Betshema Sherman, elle a eu 4 enfants, dont 3 sont décédés en bas âge, mais il n'y a rien de surprenant, on est au milieu du 19e siècle, c'était fréquent que des enfants mouraient en bas âge. Son fils le plus vieux, un certain Herbert Lander Sherman, lui, il est décédé à l'âge de 53 ans. Contrairement au film et contrairement également à ce que nous raconte Andrea Perron, Betshema Sherman ne s'est pas suicidée en se pendant à un arbre du domaine, d'ailleurs domaine qu'elle n'a jamais habité, puis elle s'est pas plus transformée en pierre. Elle est morte le 25 mai 1885, elle avait 73 ans, puis elle est morte d'une embolie qui l'avait laissée en partie paralysée. Rien, même si elle n'a jamais habité le domaine Arnold, même si on se dit, OK, elle habitait le domaine d'à côté, mais il n'y a rien non plus qui permet de croire que cette femme-là se soit jamais adonnée au satanisme ou à la sorcellerie ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'elle a d'ailleurs été enterrée dans le cimetière d'Harrisville. Elle est enterrée aux côtés de son mari qui lui est décédé en 1881. Elle est décédée, là, je le rappelle, en 1885. Puis c'est une terre consacrée. Donc, pour une femme qui se serait adonnée au satanisme, elle aurait fait des rituels et des sacrifices humain, on l'aurait probablement pas enterré sur une terre consacrée. Elle est donc enterrée dans le cimetière aux côtés de son mari et de ses enfants qui étaient décédés à ce moment-là. Donc, puis d'ailleurs, ce qui est assez triste dans cette histoire de Betshema Sherman, c'est qu'après la sortie du film La Conjuration, les gens qui ont vu le film se sont rendus sur place. Comme c'est toujours le cas, quand des films comme ceux-là sortent, que ce soit par exemple Amityville ou peu importe le genre de film, où on prend des lieux qui existent réellement, il y a une espèce de tourisme macabre ou de sensation qui va se développer. Et ça a été le cas par exemple avec l'histoire de la hantise chez les Perron. Donc immédiatement après la sortie du film, des gens se sont rendus à Harrisville, ils ont essayé de voir la ferme, l'ancienne ferme qu'occupaient les Perron. Ils sont allés également dans le cimetière. Et pour y être allé, écoute, la tombe de Betshema Sherman, elle est en entrant dans le cimetière. Tu entres, elle est immédiatement à ta gauche. Je pense que c'est la 4e pierre tombale. Immédiatement après la sortie du film, des gens sont allés dans le cimetière et ont vandalisé la pierre tombale de Betshema Sherman. Ils l'ont brisée. Il a fallu que la ville intervienne. On a essayé de la remettre en place. On l'a colmatée. On a mis une espèce de ciment pour replacer la pierre tombale telle qu'elle était. Mais on voit les gens se sont laissés embarquer, se sont laissés entraîner dans cette histoire d'une Betshema Sherman à la fois sorcière et meurtrière d'enfants, alors que Betshema Sherman, selon tous les registres qu'on peut consulter, c'est une brave femme qui habitait la ferme voisine des Perron au milieu du 19e siècle, qui n'a rien à voir avec quelque chose de sordide. Mais bon, on a utilisé ça dans le scénario d'ailleurs entretenu par les propres déclarations d'Andrea Perron, qui visiblement a ou bien voulu faire monter la sauce ou visiblement a fait de très mauvaises recherches sur le passé de la ferme. Mais bref, Betshema Sherman n'a absolument rien à voir avec la ferme des Perron. Et quand j'ai découvert ça,
Ça m'a fait penser, l'histoire de la pierre tombale qui a été vandalisée, la pierre tombale de Beth She'ma Sherman. Ça m'a fait penser, je me rappelle, il y a quelques années, tu te rappelles le fameux projet Blair, le film de Blair Witch Project? Bien sûr. J'imagine que tu as vu ça. À l'époque, quand le film était sorti, on avait exploité, c'était une espèce de film vérité, un faux documentaire, parce qu'on nous laissait à croire qu'on avait un groupe de jeunes qui s'étaient rendus à Burkittsville, au Maryland, où il y avait cette histoire de la sorcière Blair, et tout ça était tourné un peu comme caméra à l'épaule, comme si c'était un projet d'étudiants, et puis là, on nous disait que les étudiants avaient disparu, que le shérif avait retrouvé des bandes enregistrées, cachées quelque part, et c'était un peu le remontage de ces bandes-là qu'on faisait. Il y avait même un site web qui entretenait tout ça. C'était une extraordinaire campagne de promotion, alors que tout ça, bien sûr, était faux, là, de A à Z. Mais on a entretenu cette idée-là que tout ça était peut-être vrai, et des gens y ont cru. Je me rappelle quand le film de Blair Witch Project est sorti, par un concours de circonstances, je m'étais entretenu avec la mairesse de Burkittsville. Et elle me racontait que quand le film de Blair Witch Project est sorti, des gens, d'ailleurs, le film commence sur une scène tournée dans le cimetière de Burkittsville, où on a l'héroïne du film, Heather, qui est là, qui raconte l'histoire de la sorcière Blair. Et la mairesse me disait qu'après la sortie du film de Blair Witch Project, des gens sont venus à Burkittsville parce qu'on voulait voir les lieux, voulait se documenter sur la réalité ou non de la sorcière Blair. Et elle me racontait que des pierres tombales dans le cimetière avaient été vandalisées. Des gens avaient littéralement brisé les monuments pour ramener en souvenir des morceaux de roche venant du cimetière de Burkittsville, alors que toute cette histoire du Blair Witch Project était de la foutaise de A à Z. Et quand j'ai appris que l'histoire de la pierre tombale de Beth She'ma Sherman avait été vandalisée, tu comprends que j'ai vu là une espèce de parallèle qui était bien évident. Donc, l'une des morts, qui est un peu le centre à la fois du film et des livres d'Andrea Perron, c'est l'histoire de cette Beth She'ma Sherman, qui en réalité est de la foutaise de A à Z, qui n'a absolument rien à voir avec la ferme. Deuxième décès important selon Andrea Perron, c'est celui de Susan Arnold. Susan Arnold, c'était l'épouse de John Arnold, qui était l'un des tout premiers propriétaires du domaine. On est à peu près au milieu à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, début du 19e. Et donc, on a cette femme qui est l'épouse, elle s'appelle Susan Arnold, qui est l'épouse de John Arnold, qui est l'un des propriétaires à qui on doit d'ailleurs le nom de ce domaine, qui s'appelle le domaine Arnold. Et Andrea Perron nous dit, elle s'est suicidée en se pendant à une poutre de la grange. Et ce serait donc l'un des fantômes qui entrait l'endroit. Bon, pour le suicide, ça va. Pour la poutre dans la grange, ça va. Il y a qu'un problème, c'est que ça s'est pas produit sur la ferme des Perron. La famille Arnold avait plusieurs grands domaines, et c'est vrai que Susan Arnold s'est bel et bien suicidée en se pendant à une poutre dans une grange, mais cet événement-là s'est produit à Uxbridge, au Massachusetts, sur un autre domaine de la famille Arnold. Ça s'est pas produit à l'endroit où les Perron, ça s'est pas produit dans la ferme qu'occupaient les Perron. Ça s'est produit à des centaines de kilomètres de distance. Dans un autre... L'histoire change peu à peu. Là. Ah ouais. Donc, c'est plus là. Tu sais, ça s'est produit dans un autre état. On récupère cette mort-là parce que ça nous accommode bien puis ça permet d'alimenter l'histoire. Et encore là, les informations que je te lis, c'est des informations que j'ai pu trouver, moi, en consultant les registres municipaux. Donc, toute cette information-là, elle est à portée de main. N'importe qui se donne la peine de se rendre à Harrisville, d'aller aux archives, d'aller à l'hôtel de ville, de consulter les registres, va tout trouver cette information-là. J'ai pas fait un travail de magicien, là. C'était de l'information qui était à portée de main. Et la mort de Susan Arnold, qui est bien documentée, ça s'est produit à Uxbridge, au Massachusetts. Donc, on en parle dans les journaux, dans les registres municipaux, parce que le domaine Arnold était bien connu à Harrisville, et c'était quand même l'épouse de Monsieur Arnold, qui était un notable de l'endroit. Mais ça s'est pas produit à Harrisville. Ça s'est produit dans un autre état. Et c'est exactement la même chose avec Prudence Arnold. Une mort assez horrible, hein? C'est une fillette de 11 ans. Et toujours selon Andrea Perron, elle nous dit, voilà, cette fillette de 11 ans a été violée et assassinée par un aide de ferme qui ensuite aurait tenté de se suicider. Il a manqué son coup, puis il a été arrêté et exécuté. Cette partie-là de l'histoire, elle est à peu près vraie. Sauf que, encore une fois, c'est pas le bon endroit. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une certaine Prudence Arnold. La façon dont ça se passe, c'est une fillette de 11 ans, elle est
elle habite à ce moment-là sur le fameux domaine où justement s'est suicidée Madame Arnold, donc à Uxbridge au Massachusetts. Et voilà que le 31 janvier 1849, il y a un aide de ferme, un certain William Knowlton, qui va s'introduire dans la maison. Il y a les deux filles, les parents sont partis. Il y a Prudence Arnold qui était une orpheline qui avait été adoptée par la famille Arnold. Donc il y a cette Prudence Arnold, 11 ans, qui est là. Il y a sa sœur qui est un des enfants légitimes, naturels du couple Arnold qui est là aussi. Donc, à l'insu de cette autre fillette qui joue quelque part dans la maison, ce William Knowlton va s'introduire dans la maison, va gagner une des chambres du deuxième où se trouve la petite Prudence Arnold. Il va la violer, il va l'égorger, il va lui trancher la gorge. Ensuite, il va se rendre dans une partie de la grange où il va se trancher la gorge lui aussi, mais il ne décédera pas de ça. Il va être arrêté et il y aura un procès. Il sera condamné à mort. Mais encore une fois, cette histoire-là, elle est tout à fait sordide, mais ça s'est pas produit sur la ferme des Perron. Ça s'est produit à Uxbridge, au Massachusetts, au même endroit, le même domaine Perron où s'est suicidée Madame Arnold, justement. Donc, on voit que Andrea Perron, et ça, les histoires que je te raconte là, c'est des histoires qu'on retrouve dans le livre d'Andrea Perron. Donc, elle récupère ces morts-là, qui ne se sont pas, ou bien cette Betshema Sherman n'est pas morte. En fait, aucune de ces trois morts-là ne s'est produite sur le domaine Perron. Le plus proche, c'est Betshema Sherman, mais elle est morte à un âge avancé sur la ferme d'à côté, et elle s'est pas suicidée parce que ça donnait pas au satanisme. Quant aux deux autres morts, les morts Arnold, se sont produites dans un autre lieu, à des centaines de kilomètres de la ferme des Perron. Donc, Andrea Perron récupère ces histoires-là. Elle les présente dans ses ouvrages comme étant des faits authentiques pour justifier les hantises qui se produisaient chez elle ou dans la maison la maison familiale. Mais en réalité, il n'y a pas de lien réel. Donc, est-ce que les Perron ont été témoins de manifestations étranges et surnaturelles sur leur ferme? Je le sais pas. Ils ont vécu là pendant 10 ans. Allez en croire qu'il y avait des phénomènes mystérieux qui s'y produisaient. Ont-ils exagéré? Ont-ils coloré ces événements-là? C'est bien possible. On ne peut pas en avoir la preuve. Mais par contre, ce que l'on peut vérifier et ce qu'on peut dire avec une certitude absolue, c'est que les trois morts les plus exploités autant par Andrea Perron pour raconter son histoire que pour alimenter le scénario du film La Conjuration, ne se sont jamais produites sur la ferme des Perron. Ça, c'est de l'invention pure et simple. Et ça, c'est pas une divagation, une spéculation d'un journaliste. Ce sont des faits vérifiés, vérifiables, qui sont dûment rapportés dans des archives municipales ou des archives provinciales. Je voudrais juste dire que La Conjuration, c'est un excellent film. Oui, voilà. Donc, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à la qualité du film. Exact. Si les gens veulent voir un bon film de fantômes, le film La Conjuration, il est tout à fait excellent. On a Patrick Wilson qui joue Ed Warren et Vera Farmiga qui joue Lorraine Warren. Ils interprètent bien leur rôle, la dynamique est là, le scénario est bien monté, il y a des effets qui sont tout à fait terrifiants. Mais si le film, évidemment, se débute en disant ce que vous allez voir est basé sur une histoire vraie. Il faut savoir qu'autant de la part d'Andrea Perron que de la part des Warren, cette histoire-là a été réécrite 1000 fois pour pouvoir donner naissance à ce scénario-là qui est très captivant, mais qui n'a peu d'éléments propres à la réalité. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 19h42, ce soir on est avec Christian Page pour Radio X-Files. On est là tous les vendredis de 18h jusqu'à 20h. By the way, les podcasts sont tous disponibles sur notre page Facebook Radio X-Files. Si vous ne nous aimez pas encore, on vous invite à aller appuyer sur le pouce pour nous suivre. Et puis, les diffusions en direct sont toujours disponibles aussi sur cette même page Facebook. On revient un petit peu sur le fameux projet Blue Book, Christian. Oui, je reviens sur ce projet-là parce que la semaine dernière, sur le réseau Historia, donc le réseau francophone, on a présenté le dernier épisode de la série Projet Blue Book. Et il n'y aura pas une troisième saison. Là. C'était prévu qu'il y avait 2 saisons et ça s'est terminé après la 2e saison et on n'a pas renouvelé pour une 3e saison. Et donc des gens m'ont posé la question. On m'avait posé la question durant la série,
mais j'ai évité d'en parler à l'antenne parce que je me suis dit, je veux pas me gâcher le punch, je vais laisser les gens regarder, puis quand la série sera terminée, je pourrai répondre à la question. Et l'une des questions qui revenait tout le temps, c'est quelle est la réalité de ce fameux projet Blue Book, parce que quand le film débute, quand la série débute, à chaque épisode, on nous dit, ce que vous allez voir est basé sur la vie ou des expériences vécues par le professeur Joseph Allen Hynek, qui était le conseiller civil pour l'armée de l'air américaine pour la fameuse question des ovnis durant le projet Blue Book. Projet Blue Book qui était une commission entretenue par l'armée de l'air américaine entre 1952 et 1969 pour faire la lumière sur les observations d'ovnis. Et en fait, c'était une étape, si je pourrais dire, parce que les projets avaient déjà commencé en 1947 sous le nom de projet Sign. Il y a une espèce d'enquête ininterrompue là, de 1947 à 1949. Le projet s'est appelé le projet Sign. Ensuite, il a changé de nom, il est devenu le projet Grudge jusqu'en 1951. Il y a eu une courte période d'arrêt, puis le projet Blue Book a pris le relais jusqu'en 1969. Donc, on peut dire que ça a été une période quasi ininterrompue de 22 ans d'enquête sur les ovnis. Donc, durant cette période, on a étudié 12 618 observations d'ovnis qui sont aujourd'hui déposées aux Archives nationales que les gens peuvent voir. Et c'est vrai que dès 1947, d'abord de manière un peu épisodique, l'armée avait demandé l'avis d'un conseiller scientifique civil qui était le professeur Joseph Allen Hynek et qui est devenu plus impliqué durant la période du projet Blue Book, donc de 1952 à 1969. Donc là, les gens me posaient la question, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, de quelle façon on exagérait ça? Moi, je dois te dire que j'ai suivi la série Projet Blue Book, j'ai bien aimé. J'ai préféré la première saison à la deuxième saison, parce que dans la deuxième saison, on est tombé un peu comme on l'avait fait malheureusement avec les X-Files. On est tombé dans une espèce de scénario de complot, et là, on dirait que les observations ou les manifestations surnaturelles sont un peu relayées au deuxième plan. C'était un peu la même chose avec les X-Files. Dans les premières saisons, on avait Mulder et Scully qui enquêtaient sur des événements étranges. Et puis, à partir de la 3e ou 4e saison, on ne parle plus que de complot de l'intérieur. Donc, on met un peu les événements surnaturels de côté et les enquêtes sur ces événements-là également sont éclipsées. C'est un peu la même chose avec le projet Blue Book. Première saison, on voit Hynek qui enquête sur des observations d'ovnis. Dans certains cas, il va trouver des explications. Je pense le 2e ou le 3e épisode, il est question du monstre de Flatwood. Puis il dit, voilà, c'est un grand-duc qui était perché sur une branche. Ce qui est tout à fait vrai, c'était l'explication qui a été proposée par certains membres du projet Blue Book. Néanmoins, cela étant dit, cette histoire-là, la série Projet Blue Book, elle est très, très, très éloignée de la réalité. Dans un premier temps, il y a une mauvaise représentation des dirigeants. On voit comme des espèces de communautés de méchants militaires qui veulent absolument étouffer la question des ovnis. C'était pas vraiment comme ça que ça se passait au Projet Blue Book. Là, disons que les méchants sont diabolisés beaucoup plus qu'ils l'étaient en réalité. Puis le Projet Blue Book en soi était plutôt un bon projet, mais pas nécessairement dans le sens que les gens auraient voulu. Au début, les autorités militaires américaines avaient probablement comme désir de résoudre la question des ovnis, mais à partir de 1952-1953, les autorités militaires américaines ont commencé à envisager le scénario que les soucoupes volantes étaient peut-être une arme qui était utilisée par les Soviétiques pour essayer de créer une espèce de panique à l'échelle nationale, et là, la CIA a embarqué là-dedans. Et puis, au même moment, on développait des avions espions, et on a compris que si on laissait croire aux gens que les ovnis étaient bien réels, ça pourrait permettre de dissimuler des vols d'avions espions. Et le projet Blue Book, d'ailleurs, d'une façon une étrange coïncidence, s'arrête en 1969. 1969, c'est l'année également qui correspond à peu près à la mise au rencard des avions espions au profit des satellites. Parce que on n'utilise plus les avions espions, on va utiliser des satellites espions. Donc, il n'y a plus de raison maintenant de dissimuler ça au public parce que les gens peuvent plus voir les avions parce qu'on n'utilise plus d'avions. Donc, le projet Blue Book en soi a servi l'intérêt des militaires américains. Donc, je peux comprendre, c'est un bon projet dans ce sens-là. C'est sûr que vu de l'extérieur, les gens qui disaient, oui, mais on voulait avoir la réponse sur les soucoupes volantes, sur les ovnis, est-ce que c'était ou non des engins extraterrestres? Il faut voir que quand on regarde le projet Blue Book, dès le milieu des années 50, les Américains avaient un peu mis de côté l'hypothèse que les ovnis étaient des engins exotiques. Comme 90% des observations pouvaient s'expliquer de manière prosaïque par des ballons sondes, des planètes, etc., les militaires ont conclu que
10% de cas qui demeuraient non identifiés devaient probablement être dans la même lignée. C'était simplement qu'on manquait d'informations pour pouvoir les expliquer. C'était pas nécessairement le point de vue de Hynek, mais c'était quand même le point de vue de l'armée, et on a maintenu le projet en place pour dissimuler éventuellement, comme je l'ai mentionné, des avions espions. Donc, dans ce sens-là, le projet a servi les autorités. Hynek, il faut dire que dans la série, on voit Hynek qui enquête à peu près sur tout ce qui a servi à alimenter le folklore sur les ovnis, particulièrement l'affaire de Roswell. Il y a 2 épisodes donc au début de la 2e saison où Hynek enquête sur l'affaire de Roswell. Il faut savoir que l'affaire de Roswell n'existait pas à cette époque-là. Même si l'événement s'est produit en 1947, il faut savoir que l'affaire de Roswell, donc ce prétendu écrasement d'un ovni dans le désert de Roswell au Nouveau-Mexique, ça s'est produit à la fin juin, début juillet 1947, mais ça a été seulement 48 heures et les militaires sont arrivés en disant non, c'est un ballon, merci, bonsoir. L'affaire de Roswell n'est même pas évoquée dans le projet Blue Book et bien sûr, Hynek n'a jamais enquêté sur cette histoire-là. En fait, l'affaire de Roswell, pour bien dire, elle apparaît de manière populaire à partir des années 80. Mais avant les années 80, personne n'avait entendu parler de cette histoire-là et pas plus Hynek que les autres. C'était une histoire qui avait duré, c'était une histoire de ballon qui était tombé dans le désert en 1940, dans les années 40. Merci, bonsoir, basta, on passe à autre chose. Donc, Hynek n'a jamais enquêté sur certains des événements qui sont présentés dans cette série-là. Et ça, c'est assez amusant. Hynek n'était pas le pourfendeur de la vérité comme on le voit dans le film. Alors ça, c'est assez amusant parce que les gens qui ont côtoyé Hynek, et je pense notamment à Jacques Vallée, qui est toujours vivant aujourd'hui. Jacques Vallée, c'était le bras droit du professeur Hynek. Vallée, d'ailleurs, c'est lui qui a inspiré, quand vous avez, je sais pas si tu as déjà vu le film Rencontre du troisième type. Bien sûr. Mais il y a un rôle qui est tenu par François Truffaut, qui est le Français au milieu des Américains qui enquêtent sur les ovnis. Mm-hmm. Le rôle de François Truffaut est inspiré de ce Jacques Vallée, qui est un Français d'origine, qui vit aux États-Unis depuis le début des années 60, et qui est devenu, par un concours de circonstances, le bras droit de Hynek. Et ce Jacques Vallée avait la curieuse habitude, il l'a probablement encore aujourd'hui parce qu'il est toujours vivant, il avait l'habitude d'écrire, d'avoir un journal excessivement détaillé au quotidien de tout ce qu'il faisait. Et il a publié ces journaux-là sous le titre de Forbidden Science. Je pense qu'on est rendu à Forbidden Science 5, donc 5 livres où il raconte un peu ses mémoires. Et quand il parle de Hynek, on voit bien que Hynek n'est pas ce pourfendeur du paranormal comme on le voit dans la série. Hynek, oui, s'intéressait à la question des ovnis. Oui, il aurait voulu que le sujet soit abordé de manière plus ouverte avec le public, avec plus de transparence. Mais Hynek, c'était, puis je veux pas être méchant, mais c'était un petit peu le chien-chien de l'armée de l'air américaine. Quand on lui disait à Hynek, tu vas aller sur la place publique, puis tu vas dire aux gens que ce qu'ils ont vu, c'était la planète Vénus, Hynek mettait la queue entre les 2 jambes, allait sur la place publique, puis il disait, c'était la planète Vénus, merci, bonsoir. Donc, il ne s'opposait pas trop aux arguments de l'armée. Il faisait ce qu'on lui disait. Et même plus loin que ça, Jacques Vallée a découvert des mémos, par exemple, où Hynek aurait pu confronter directement l'armée, et il l'a jamais fait. Donc, si on se fie toujours, bien sûr, à ce que Vallée, parce que Vallée, c'est la vision de l'interne, il raconte, il dit, Hynek, c'était Monsieur Soucoupe volante, et il aimait ce rôle-là. Il aimait se retrouver sous les feux de la rampe. Il aimait être présenté dans les médias comme étant le conseiller de l'armée de l'air sur le projet Blue Book. Donc, tu vois, il tire un profit de tout ça et s'assure, bien sûr, de ne jamais se placer contre l'avis des dirigeants, contre l'avis des militaires. Donc, à quelques reprises, bien sûr, il a manifesté, il a fait le coq un peu en disant non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais de façon générale, Hynek, comme on peut dire, il rentrait dans le rang. Peu importe quelles étaient les décisions de l'armée, il rentrait dans le rang. Donc, il jouait pas ce rôle de pourfendeur de la réalité des ovnis comme on voit dans le film. Ça, c'est très, très, très exagéré. Donc, il faut dire que Hynek, après la fin du projet Blue Book en 1969, il a créé son propre centre de recherche sur les ovnis, qui est le Center for UFO Studies, et il est décédé en 1986 d'une tumeur au cerveau. Donc, voilà pour la carrière de Hynek, mais le Hynek, dans la réalité, était très, très éloigné du Hynek dans la série Projet Blue Book. Mais néanmoins, si on regarde sur le plan du divertissement, c'est très agréable de voir ça. Puis bon, cet homme qui s'oppose continuellement aux autorités militaires, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est produit. Puis le rôle des militaires est pas aussi diabolisant
ou diaboliques comme on le voit dans la série. On veut les rendre plus méchants qu'ils ne sont, mais je pense qu'au départ, et quand on lit d'ailleurs les notes du projet Blue Book, on voit bien qu'au départ, il y a cette espèce de volonté de savoir ce que sont réellement les ovnis. On ne favorise pas une hypothèse. Hein. L'armée dit pas les ovnis doivent être des extraterrestres, mais on nous dit on veut savoir ce que c'est, et on peut lire en filigrane qu'ils craignent réellement la présence des Soviétiques. Hein, et on croit que les ovnis pourraient être des armes utilisées par les Soviétiques ou pour faire de l'espionnage ou pour créer une espèce de panique civile. Et c'est à partir du milieu des années 50 à peu près où la donne va changer, et là on va utiliser davantage les ovnis ou l'histoire des ovnis pour essayer de dissimuler des vols d'avions espions. Bon, tout ça tient la route, ça s'inscrit dans une espèce de logique militaire. Bon, je sais que, pour me répéter, que vu de l'extérieur, on se dit « Ouais, mais nous, on voulait savoir la vérité sur les ovnis », ce qui n'était pas nécessairement la volonté de l'armée à partir du moment où ils ont établi que les ovnis n'étaient pas des Russes. Donc, à partir du moment où ce ne sont pas des Russes, ça nous intéresse moins. Parce que c'était ça qui était la grande préoccupation de l'époque. Exact. Christian, je te souhaite une excellente soirée. OK. Un beau week-end. Ben toi aussi. Et on se rejase vendredi prochain. Absolument. Donc, bon week-end aussi à tout le monde. Salut à tout le monde. Bye-bye.